Parole véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo. Bienvenue à tous. Yup. Parole véritable, nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des métiers les plus compliqués, les plus incompris, les plus difficiles aussi de la culture, le manager. Avant tout, je vous dis bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est Parole véritable podcast, le podcast qui s'intéresse à la culture hip-hop de près, de loin, les différents métiers, les différents albums, les différents artistes, tout plein de choses. On est présent sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Vous tapez Parole véritable podcast, vous le trouvez. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier de manager. Et pour ce, on est accompagné d'une personne très spéciale. Mais avant tout, je me présente, DJ Flexta. À ma gauche, le binôme, le frérot. Arme automatique. Pour ceux qui nous écoutent en audio, il a un gun à la main, il a un nerf et il envoie sur tout le monde là. Voilà. C'est un big up à notre sponsor, à notre partenaire, Culture Cards, le NFT qui rencontre le hip-hop. Yes. Des cartes hip-hop au format NFT avec des battles, avec tout un système très intéressant. C'est le futur, les NFT, donc tout sera affiché dans la bio. Il y aura toutes les informations sur theculturecards.io. Theculturecards.io. Shout out à Fred Frenchy. Yes. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver par rapport à ça. Donc allez jeter un coup d'œil si vous vous intéressez aux crypto, NFT, tout ce monde-là, là, le métaverse. Il y a des gens qui achètent des maisons là-dedans, tout ça, donc pourquoi pas une Les gens carte. qui deviennent des voisins de Snoop. Exactement. Et il y a des gens, et c'est des opportunités. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, parce que dans quelques mois ou dans quelques années, ce sera terminé. Donc, aujourd'hui, on est avec l'homme que l'on nomme le manager qui a parlé à Naf, le manager qui a travaillé avec Naf, Monsieur Air Max. Yup. Grand amateur de basketball. Et de Air Max. Et de Air Max. Grand amateur de jersey de basketball. Manager de Freddie Gibbs. Tour manager de Freddie Gibbs, de plein d'artistes, Lord Apex, Fashion et plein d'autres. Il a fait plein de tournées, il a fait plein de choses. C'est Cocorico, il est français, hein. On peut le dire. Impossible Français n'est pas français. qui réussit aux États-Unis d'une très belle manière, qui a un CV long comme deux bras. Monsieur Air Max Robin, Monsieur Maxime Robin. Yup. Give it up. Maxime, bonjour. Bonjour. Merci. Vous entendez la voix suave pour ceux qui nous entendent, pour ceux qui nous écoutent en audio. Merci de me recevoir. Maxime Robin, manager, tour manager et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Mille et une vies. Et NR, etc. Et aussi. Parfois. Ami de Nasir Jones. Je balance ça comme ça. Multitâche. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton métier, l'un des métiers qui est le plus, c'est le mot le plus galvaudé, je crois, dans le rap, dans le hip-hop. Ouais, manager. Le fameux le chapeau. Manager, c'est que l'on met à toutes les sauces. Exactement. Tour manager. Parce qu'il y a plusieurs appellations. Il y a tour manager, booking agent. Ouais, les gens font exécutif, machin, directeur, plein de... Ouais, c'est ça, c'est que beaucoup de gens confondent le tout entre un manager, un agent, un tour manager, un tourneur. Pour les gens qui sont pas de la musique, qui sont juste des fans, c'est pas forcément facile. Il y a des business managers qui sont plus proches d'être des comptables, qui gère plus la partie juste financière des artistes. Le manager, c'est comme on dit dans le sport, le general manager, c'est quelqu'un qui gère tout et rien, en fait, qui gère les personnes de l'équipe et qui donne la direction générale des projets, de l'artiste, et puis qui gère un peu tous les aspects de la vie de l'artiste, entre guillemets. Si on devait faire des analogies avec le sport, ce serait... je sais pas, directeur sportif type Leonardo au PSG, un truc comme ça, ou je sais pas, voilà. Danny Ainge. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus ça. Le tour manager, c'est la personne qui est sur les déplacements de tournée. Donc, c'est la chose où
dans laquelle j'ai le plus travaillé, j'ai fait beaucoup de tournées. Et quand l'artiste se déplace sur une date ou 2 dates, il va pas avoir un tour manager, c'est pas une tournée. Donc souvent c'est des stage managers. Il y a encore des gens qui gèrent la scène. Je connaissais même pas, c'est la première fois que j'entends. Un stage manager. Stage manager, ok. Et t'as aussi le production manager, le manager de la production. Quand t'as un artiste qui a des flammes sur scène, des feux d'artifice, des danseurs, c'est une production comme une pièce de théâtre, tu vois. Et donc tout cela, c'est des métiers bien différents, comme un ingénieur du son, comme le mec qui conduit le bus. Et l'agent, ou souvent on dit booking agent, c'est la personne qui book les shows en contact avec des promoteurs ou alors des salles. C'est pas encore la même chose. T'as des promoteurs de concerts. Ok. D'accord. T'as des promoteurs de concerts, donc des personnes qui font des soirées ou des concerts, qui démarchent des salles. Donc je vais te donner un exemple basique, je sais pas, l'Élysée-Montmartre à Paris, c'est une salle. Un promoteur de concert, Live Nation. Ok. T'as pas pris le plus petit, mais ok. Un artiste, Freddie Gibbs. Bah, voilà, par hasard. Et donc, un agent, donc qui s'appelle Claudio Lillo, qui est une agence qui s'appelle CA. Donc, Freddie, il a un manager qui s'appelle Benjamin Lambert, Lambeau. D'accord. Il a un tour manager, moi, qui le suis avec lui en tournée. D'accord. Il a un agent, Claudio. Qu'est-ce qu'il fait, Claudio ? Il contacte Live Nation. Freddie Gibbs veut venir en France autour de telle date. Live Nation, ils vont contacter. Ils vont évaluer ce que Freddie Gibbs peut faire en France. Dire voilà, il peut remplir 1500 places à Paris, on pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Élysée-Montmartre. On appelle l'Élysée-Montmartre. Allô ? Est-ce que vous avez le 29 mars de disponible ? Donc je vous ai donné un exemple très concret parce que c'est ça. Élysée-Montmartre, oui, pas de problème. Freddie Gibbs, nous, ça nous va. On veut bien le faire venir chez nous parce que des fois, certaines salles, ils n'acceptent pas certains artistes. D'accord. Donc là, Live Nation, ils retournent vers l'agent, disent voilà, je veux bien promouvoir le show de Freddie Gibbs à l'Élysée-Montmartre le 29 mars et je vous offre tant parce qu'on va vendre des billets à tel prix, il y a 1500 places fois le nombre de billets et voilà les coûts que peut engendrer tout un concert. Ensuite l'agent, il appelle le manager de Freddie et moi, il leur dit voilà, je vous propose telle salle, tel jour, à telle ville, pour telle offre. D'accord. Maintenant, c'est à vous de ramener le gars. Et c'est à toi, Max, en tant que tour manager, de faire en sorte qu'il est à l'heure et qu'il fasse le taf. Et voilà. Et tout ce qui est transport. Donc là, vous avez eu... Et après, une fois que le show, il est terminé, l'agent, donc le show est terminé, l'agent va rendre un compte au business manager, parce que Freddie, c'est un artiste qui est quand même... big. Qui est quand même grand maintenant. Il a quelqu'un qui gère ses affaires. Donc son business manager, il va dire, ok, bah moi je veux voir les factures, je veux voir qu'est-ce qui a coûté quoi, et moi je vais payer Freddie. Enfin, on fait les comptes du concert, etc. Et voilà, là c'est la fin du truc. Donc vous voyez, entre un artiste et faire un concert, il y a des étapes. J'avais jamais quand on me pose la question, entendu parler des étapes. Donc ça, c'est toutes les étapes. J'espère avoir été assez clair. Quand un artiste vient dans votre ville où il fait une salle ou même des fois un type de concert, parce qu'il y a des showcases, il y a des festivals, il y a
des shows classiques. Il y a des chichas. Ouais, c'est une vraie économie, ouais. En fait, c'est... Il y a tout un monde entre l'artiste, le fan qui dit ouais mais pourquoi tu viens pas dans ma ville en comment sur Instagram. Donc voilà tout ce qu'il faut qui rentre en compte. Là il le dira plus là. Ça y est. Ouais, ça arrive tous les jours. Ouais, come to my city, viens faire ça. Mais ça prend du temps, ça prend des connexions, ça prend des disponibilités. Là actuellement avec le Covid il y a plein de restrictions, de paramètres à prendre en compte, et puis aussi il y a différents marchés, c'est-à-dire que par exemple pour un Américain qui vient en France, il faut que il y a les artistes français aussi, il y a tous les artistes français qui passent en premier plan. Ensuite on va s'occuper d'accord, il y a des espèces de quotas comme ça où un petit peu, ouais. Donc si votre artiste underground préféré il vient pas, c'est parce qu'il y a, c'est pas facile. Les gens croient certainement que voilà, on contacte l'artiste ou son manager, on lui fait une offre d'argent et est-ce que tu veux venir? Ah non, il y a plein de middlemen, il y a plein de choses à gérer. Ça c'est dingue parce qu'on ne savait jamais break down ce problème-là. Maintenant que tu expliques ça, je comprends pourquoi il y a certains concerts qui étaient annoncés qui ne se sont jamais faits. Je sais que Ludacris a été annulé, Jim Jones avait été annulé, Cameron aussi, à un moment, des gars voulaient le faire venir, ça n'a pas pu se faire et tout. Ouais, parce qu'aussi, il y a certains artistes qui sont peu ou pas entourés, en fait, parce qu'ils ont un manager, mais ils n'ont pas d'agent. Donc, en fait... c'est un pote à eux qui leur a dit ouais j'ai un plan avec un ami qui est promoteur, où il y a des gens qui s'improvisent promoteurs parce qu'ils sont fans, ils disent vas-y moi je veux le faire venir en concert, j'ai jamais fait de concert de ma vie mais je vais lui trouver une salle et nous on a un peu d'argent, moi et mes potes, et puis ça part en sucette. Parce que ça part en sucette quoi, pas encadré comme il faut, et c'est aussi pour ça que certains artistes ils font pas forcément le job que l'on pense. L'artiste, lui, il pense qu'il fait un showcase en boîte alors que ça a été vendu comme un concert de 1 heure. Combien de fois c'est arrivé? Ok. Tu vois? Ça, là, tu mets le doigt sur un véritable problème. C'est que nous, en France, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, des années 90 et début des années 2000, on s'est fait arnaquer, mais comme pas possible. Nous, on payait des places de concert à, je sais pas, 80 balles, 70 balles. L'artiste, il venait, il faisait 22 minutes, 19 minutes. Tu vois, j'ai des trucs. Et il se barrait. Ouais, après, il y a des choses à comprendre. C'est que le standard américain, déjà, c'est 45 minutes. Le standard européen, c'est 60 minutes. D'accord. Donc, moi, quand Freddie Gibbs y vient en France, je lui dis, mec, ce soir, c'est 60. Hein. C'est pas 45. Parce que les gens, même s'ils n'ont pas leur chrono en tête, ils ont toujours l'impression que c'est un peu plus court. Donc, vaut mieux que tu fasses plus 1h10 que 40. D'accord. Et bon, souvent, les Américains ont plus tendance à faire 35-40. D'accord. Que nos artistes français, bon, voilà. On va avoir un concert de IAM ou d'NTM pour 1h30. Hein. Ouais, facile. Facile. Et encore, s'il n'y a pas des rappels, etc. Eux, ils savent. Mais pour beaucoup d'Américains, surtout pour les premières tournées, ils savent pas. Ils savent pas. Donc, s'ils n'ont pas un tour manager qui est expérimenté, ou s'ils viennent souvent, le rôle de tour manager sur les premières tournées, c'est souvent des poteaux. Parce que les artistes pensent que c'est juste vas-y, tu vas me gérer des serviettes, des bouteilles d'eau. Non, mais je me souviens de Meek Mill, par exemple, c'était scandaleux. Moi, j'ai pas été. Ouais. Parce que j'avais senti, l'expérience, on s'est fait avoir plus d'une fois. J'avais senti la patate. Il était venu à l'Élysée, au Bataclan. Le mec, il a fait 20 minutes. Il a fait un boss 3 fois et il est parti. Ouais. Les gens étaient énervés et tout. Et en discutant avec d'autres potes, il a dit non, attention. Rick Ross les promoteurs, aussi, on leur vend des showcases, les mecs arrivent, en fait, et ils s'attendent pas à ce que ce soit en fait un véritable concert et tout. En fait, c'est contractuellement, ils s'en sont pas entendus. Maintenant, si tu me parles de l'histoire du standard, effectivement, si on vous explique pas, c'est que vous pensez
avoir fait le job, alors que non, en fait. Ouais, et donc ça, c'est la partie concert de la chose. Ah, c'est la partie concert. Donc après, en tant que manager, t'as la partie de faire de la musique. C'est-à-dire avec ton ingé son, ton directeur artistique, ton A&R, c'est une autre team. Le manager, il doit gérer tous ces gens-là. Comme il doit gérer tous les gens de la partie d'une tournée. Le tour manager, l'agent, le promoteur, la salle de concert, etc., etc. Quand tu fais de la musique, c'est pas le manager, tiens, bah vas-y, je te donne une prod de rap. Ah non, tu vois, il y a plein de trucs. Mais on va revenir dessus parce que il faut bien qu'on comprenne en fait ce que c'est le métier de manager. Là, tu nous l'as un peu resitué. Si j'ai bien compris, le manager, c'est plus une personne qui manage la globalité, là où il y a d'autres managers qui managent des spécificités. C'est-à-dire qu'il y a un manager pour telle partie, un manager pour telle partie, un manager pour telle partie. Chacun son job. Et aussi, pour moi, un bon manager, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui a une vision pour son artiste, qui arrive à l'envoyer quelque part. Souvent, à travers ma carrière, j'ai noté qu'il y a deux types. Il y a un peu le manager un peu gorille, balèze, Suge Knight. Pour ne pas le citer. Et puis, t'as le manager visionnaire qui a une vision pour l'artiste, une direction artistique spécifique et qui arrive à driver son artiste dans un truc parce que il a vu avant, il a vu le futur. Mais est-ce que, excuse-moi, dans ces deux types de management-là, est-ce qu'on l'est ou on le devient? Parce que on parle souvent du milieu de la musique. On parle souvent du milieu de la musique parce qu'on dit oui, c'est un milieu qui est pourri, t'arrives, t'as une certaine idée de ce que c'est, mais tu vois des choses, il y a certains événements qui peuvent bouleverser ta manière de voir les choses, des événements, des trucs. Et là, clairement, les deux exemples que tu as donnés, c'est des personnes, nous, on ne sait pas parce qu'on ne voit pas le truc de l'intérieur, mais c'est des gens qui étaient comme ça de base ou qui sont devenus comme ça. Je pense que c'est... quelque part, tu sais, les managers, c'est des gens qui ne sont pas des artistes. Mais leur talent, c'est ça. Tu as un talent de... Tu parlais d'M-Dash. Lui, c'est pas rapper, c'est pas faire de musique. Par contre, son talent, c'est d'avoir une direction artistique, une vision, un sens du business. Où le mec, il joue aux échecs. Il voit 3 coups en avance. Ouais, le mec, là-dessus, c'est un génie. Mais souvent... Vas-y, je t'en prie. Lui, clairement, il joue aux échecs parce qu'en fait, il a pensé 3 coups en avance. Et tu sais, il y a des gens comme ça aussi dans la mode qui arrivent à comprendre les futures tendances. C'est des gens qu'on défend. Ouais. Ou même à les créer. Tu vois, certains, ils créent des tendances. C'est clair. Mais souvent dans le rap, c'est l'un des problèmes, c'est que souvent... On est là, on est des rappeurs, c'est le mec qui sait le moins bien rapper, ou celui qui t'es notre pote, vas-y, ça, ce sera manager. Ça, par exemple, tu vois, souvent, moi, je trouve pas que c'est des bons managers. Parce qu'en fait, c'est des managers par défaut. Si c'est pas un métier que t'as appris, ça t'apprend pas. Donc, les rappeurs moins bons du crew recyclés en manager, non seulement, tu sais, ils ont ce côté bitter, tu sais, ce côté aigri. Ouais, ils ont une revanche à prendre. Où ils n'ont pas réussi en tant qu'artistes et tu vois, ils pensent quand même savoir, donc ils managent. Ils étaient dans le crew, donc en fait, ils veulent pas lâcher la musique. Mais est-ce qu'ils vont faire le job? Tu vois? Ouais, parce que on part souvent du principe que le manager, c'est la personne qui a un carnet d'adresses très riche, etc. Alors que pas forcément. Hein. Mais tu peux très bien aller les chercher, hein, les contacts. Il faut juste avoir la vision pour ton artiste de comment, qui tu vas contacter. Ok, bon. J'ai envie qu'on revienne un petit peu au début, surtout avec toi. Ouais. Donc tu t'appelles Maxime Robin. on a fait un petit peu ton CV, les artistes avec lesquels tu travailles, mais la question qu'on pose tout le temps quand on interviewe quelqu'un dans les podcasts, c'est
comment t'es tombé dans le hip-hop? C'est la question Brown Sugar, tu vois. Ouais. Ouais, moi, je suis tombé amoureux un peu avec le sport, avec le basket, les poteaux. Et puis, on va dire que je suis parti plus une base rock, tu vois. D'accord. Et milieu des années 90, quand j'ai commencé à jouer au basket, il y avait, ouais, tu sais, la Dream Team de 92, commençait à voir les cassettes de NBA avec Patrick Ewing, Come Fly With Me. Voilà, Jordan, et dessus, t'as des musiques un peu hip-hop ou des choses qui allaient avec. Et puis bon, après, t'as toujours un ou deux potos qui ont des grands frères qui reviennent des States ou qui ont ramené une mixtape ou un truc et qui te disent ouais, mais ça c'est, tu vois, Wu-Tang, nanana. Ouais, et puis ouais, ils s'habillent, tu vois, ils s'habillent comme ci, comme ça. Et puis ils ont des shorts de basket, des maillots de basket. Tu vois, moi, quand je vois, je crois que c'était le Bootcamp Click, ils avaient la pochette de The Chosen Few où ils sont tous en basketteur, avec des shorts extra longs et des maillots et tous. Ils avaient les Chuck Taylors, sauf Sean Price. Puis à son âme, il avait des Dr. J parce qu'il aimait pas les Chuck. Et tu vois, ça colle. Tu vois combien il y a eu de clips, tu vois. Même des trucs bateaux, tu vois. Genre, je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, t'avais le single et je l'avais acheté quand j'étais petit. The Outer Brothers. Tu te rappelles, c'est boum boum. Vite fait, tu vois. Et genre, ils avaient les maillots North Carolina et tout. Tu fais, ouais, c'est qui ces gars? Tu vois. Ok. Et maillot de Michigan, époque Fat Five. Ouais. Tu vois, ça collait de fou. Et moi, ça m'avait traumatisé. Ouais, tu voyais tout ça. Ça colle. Above the Rim, etc. Après, t'as tous les films. Tu commences à diguer un peu. Tu vois tous les films, Above the Rim et tout ça. Puis après, He Got Game ou des. Ah non, c'était obligé que ça colle. Tu vois, c'est comme ça que je suis tombé dans la musique. Et le management, c'est. Moi, j'écrivais pour des magazines de rap français. Ouais, Rap Mag. T'étais journaliste et tout. Et beaucoup d'interviews. Rap US, Rap Mag, Groove. Alors, tu traduisais des interviews ou tu faisais des articles? Non, j'étais correspondant à New York. D'accord. Donc, je rencontrais... Je faisais pas d'interviews par téléphone, c'était interview en personne. Et puis, petit à petit, tu connectes les artistes. Ils te demandent... forcément, ouais, je sors un nouvel album. Donc après, ils te démarchent pour faire des chroniques. Et puis après, peut-être que tu dis, bah ouais, mais je connais un autre magazine, peut-être que je peux t'aider. Ou je connais une radio, tiens, je vais leur passer le truc. Tu commences petit à petit à faire, ouais, bah viens avec nous, on sort un album. Et puis, tu sais, bah voilà, on te file, je sais pas, un tas de flyers ou, tu vois, pour les anciens, vas-y, aide-moi à porter les caisses de vinyle, tu vois. T'avais le street marketing, tu vois. Big up oncle Texaco. Ouais, big up à Tex, tu vois, il sait quoi, comment ils font les quinries, quoi. Tu vois, c'est main d'œuvre pas chère, mais tu veux rentrer dedans, donc vas-y, je vais faire. Tiens, prends un seau, toc, tu vas coller. Et ouais, t'as fait partie de la promo de tel truc. Ok. Et c'est comme ça que tu... Petit à petit, après, tu peux... pas te lier d'amitié, mais tu vois, il y a une connexion avec les managers, avec les équipes, avec les artistes des fois. Et puis, bah, quand ils commencent à plus te faire confiance, bah, ils commencent à écouter les conseils. Et là, tu commences à faire du management. Tu devrais faire ça, ou je serais toi, je ferais pas ça. Ça y est, c'est la base du management. C'est intéressant parce qu'à quel moment ça commence en fait? Parce que toi, pour toi, pour le coup, c'est à quel moment où tu te dis, bon, ça y est, là, je suis manager? Bon, moi, déjà, j'avais commencé avec des rappeurs français de mon quartier, tu vois. On essayait de sortir des petites mixtapes, etc.
Je crois que c'est comme ça qu'on s'est connecté. C'est comme ça qu'on s'est connus, justement, il y a très très longtemps avec Chris F. Ouais, exact. Big up à Chris F. Hein. Ouais, et après, aux États-Unis, moi, je suis plus tombé... Enfin, j'étais à New York, donc t'as pas mal d'artistes un peu vétérans, tu vois, qui recherchent une nouvelle inspi ou autre, qui veulent quelqu'un de motivé, que ça change. Aussi, il y a l'attrait de l'Europe, parce que, tu vois, le truc un peu underground, hip-hop new-yorkais, aux États-Unis, ça plaît pas forcément. Donc ils se disent, ouais, si j'ai un manager européen ou français, peut-être qu'il va me gérer des shows en France ou en Allemagne. Et c'est le cas en plus. Donc moi, j'ai joué sur ce levier-là. Ouais. J'ai joué vachement sur ce levier-là, où les premiers mecs avec qui j'ai vraiment bossé, tu vois, je leur permettais d'avoir de la promo en Europe, de se faire connaître, de commencer à faire leurs premiers concerts en Europe, tu vois, les premiers concerts en Europe de Freddie Gibbs, sa première tournée, j'ai tout fait de A à Z. De son premier album? Pas son premier album, il était déjà dans le game depuis un moment. Babyface Killah? Babyface Killah, c'était le 3e projet qu'on bossait ensemble. C'est une pochette de Fifou aussi. Décidément, ce mec il est partout. Ouais, il va venir ici. C'est une pochette de Fifou. Il va venir. Fifou, il faut savoir qu'il a fait 2 pochettes pour Freddie Gibbs. Il a fait Babyface Killah et il a fait ESGN, la compilation où il invite tous ses homies. Et moi j'ai fait les tournées. Enfin, quand Freddie a signé chez Young Jeezy, CTE. Ouais. Il a fait une compilation, un album mixtape qui s'appelle Cold Day in Hell, qui avait déjà 2 Chainz, il y avait Freeway, je me rappelle, il y avait BJ de Chicago Kid, il y avait des sons dessus. Et c'était la première tournée qu'on a montée de A à Z. Mais il n'y avait pas énormément de monde qui le connaissait. Et moi, je le trouvais super fort. Je trouvais qu'il a un charisme de ouf. Sa voix, surtout. Tu vois qu'il avait cette attitude gangster et que... Moi, je suis fan de Scarface, des rappeurs comme ça. Okay, ouais, ça t'a parlé tout de suite. Ouais, lui, c'est son rappeur préféré, tu vois. Lui, c'est un mix, je sais pas, c'est un mix entre Scarface et Tupac, en fait, Freddie. Et donc, en fait, tout simplement, j'envoie un mail... tu digues un peu, tu trouves sur Facebook ou dans les magazines où tu peux trouver des mails. Tu vois, aujourd'hui même, tu as les DM. Bien sûr. Ça coûte rien d'essayer d'envoyer un DM et de réessayer et de réessayer, tu vois. Et tu peux toujours trouver des adresses, tu vois. Mine de rien, tu as des sites qui sont plus pros où tu peux retrouver des contacts de gens, style LinkedIn. Je sais qu'il y a plein de jeunes, tu vois, ils rigoleraient. Mais la vérité, pour contacter quelqu'un, LinkedIn, tu vas trouver le manager. Si demain tu regardes qui c'est le manager de un tel ou un tel, je suis sûr qu'il a un compte sur LinkedIn. Et c'est peut-être même mieux que de les contacter sur les réseaux sociaux. Un tweet, vas-y, réponds à mon DM, ou sur Instagram, le mec il a des milliers de followers. Il y a plus de chances qu'il réponde sur un réseau social professionnel plutôt que sur un truc. Ouais. Et puis pas hésiter à être insistant tout en restant poli, tu vois. Et ouais, Freddie, Fashion, c'était les premières personnes qui ont répondu un peu favorablement, tu vois. Dom Kennedy, Asher Roth. Asher Roth, ouais, le rappeur. Asher Roth, avec qui, tu vois, c'est devenu un vrai ami aujourd'hui, tu vois. On travaille presque pas ensemble. Il était fini chez qui, lui, déjà? Il était chez SRC, c'est la suite de Loud, c'est Steve Rifkin. Okay. Juste derrière toi. Donc voilà, exactement. Et il était managé par Scooter Braun, qui est le manager de Justin Bieber actuellement. Ah ouais. Sachant que la tournée d'Asher Roth, là, c'était la tournée avec le live band là qu'il avait fait. Ouais, on a fait 2000. La première c'était 2011. Après on a fait 2012, 2013, 2014, pratiquement tous les ans. Après il y a eu plus de breaks. Après aujourd'hui il fait tout en indé, donc c'est moins un succès comme il avait
fin des années 2000 où voilà, il avait le hit à Love College, etc. Mais c'est des artistes qui ont répondu favorablement à ce truc-là parce qu'il y avait personne qui les faisait vraiment venir en Europe. Et moi, j'ai appuyé sur ce côté-là parce qu'en fait, c'était mon angle. Écoute, je pense que tu es connu aux States, mais tu mérites d'être connu en Europe. Et est-ce qu'on... Enfin, vas-y, je vais te montrer. On essaie de faire des trucs. Et puis après, il y a le côté business, tu vois. J'ai mis des années avant de vraiment me faire payer, avant de... Tu vois, aujourd'hui, c'est pas que je fais pas le moindre truc sans contrat, mais voilà, rapidement, j'appelle mon avocat, quoi. Et d'ailleurs, c'est très très important, c'est que ça soit pour des deals de management ou des deals avec des maisons de disques ou de distribution digitale, etc. C'est une autre personne de la team, c'est d'avoir un avocat. Si possible. Mais sur ta là, si tu nous regardes, il n'y a pas toi. Spécialiste de la musique, si possible. Tu vois. Parce qu'on entend souvent tu peux avoir le meilleur manager du monde, un mec intelligent et tout. Le mec, il a peut-être pas fait de droit. Il peut pas te faire un contrat. Il peut pas te protéger. Donc, en fait, petit à petit, tu te crées un réseau, tu te crées une team. Mais ce que je dis à plein de jeunes artistes aujourd'hui, c'est que tant que t'es pas ultra busy et tout, faut peut-être pas forcément chercher un manager quand tu peux faire les choses toi-même, tu vois. Donc il y a beaucoup de mecs qui ont sorti 2 morceaux et il me faut un manager. Genre c'est ça qui va me faire péter. Ouais. Justement, c'est l'un des problèmes de ce métier de manager, c'est que les artistes, comme tu dis, ils ont même pas commencé, ça se trouve t'as même pas encore un truc. Ah, j'ai un manager. Mais un peu pour manager quoi déjà? Et surtout que c'est pas le manager qui va faire en sorte que... Non, et puis souvent, que tu le manager... Donc on a parlé des ex-artistes qui se recyclent, ou alors des poteaux, des poteaux qui est moins bon, qui sont là depuis tout petit et qui veulent t'aider et tout. T'as été à la fac? Ouais, t'as été à la fac, vas-y. Ouais, et en fait... parfois, faut peut-être avoir quelqu'un d'extérieur. Avec un peu plus de recul. Qui a un peu plus de recul. Faut essayer de juger peut-être ses idées, son côté créatif et sa vision. Enfin, moi, je suis plus partie preneur, tu vois, de ce genre de manager que les managers un peu, tu vois, balèzes qui veulent te secouer, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi... souvent, je fais la comparaison avec une relation amoureuse. Oula, où est-ce que tu vas là? Non, je suis hyper sérieux. En fait, ton manager, c'est... en fait, il y a quelque chose qui se crée entre un artiste et un manager au fil des années, où c'est basé sur la confiance, tu vois, comment dire, tu sais, c'est quelque chose qui se développe petit à petit et c'est pas vas-y, on va faire une date, ça y est, t'es mon manager, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de ce côté one shot, on grandit ensemble, tu vois. C'est comme un couple en fait. Et aussi le manager en général, tu vois, il gère plein de choses de ta life. Comme, je sais pas, une femme supporte un homme ou un homme supporte les problèmes d'une femme. Et c'est hyper similaire sur plein de plans. Et voilà, faut que tu puisses t'entendre vraiment bien, quoi. Faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Justement, est-ce que c'est pour pouvoir durer dans la longévité? Parce que combien de fois, moi je connais des artistes, ils changent tous les ans de manager, tu vois. Mais du coup, ça décolle pas. Ça décolle pas à cause de ça. Et c'est un petit peu ça. Et la team, petit à petit, tu rajoutes des internes, tu rajoutes des assistants, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, les enfants, tu vois. Tu fais une armée mexicaine, vous êtes à 50 alors que des fois... voilà, et... c'est pas nécessaire. Et en haut du totem, t'as l'artiste et le manager. Et
Moi, je fais confiance à mon artiste. Artistiquement, je trouve que c'est le meilleur. Si tu crois qu'à moitié, ça sert à rien. Mais est-ce que ça, c'est un préalable? Est-ce que le manager, ça peut être quelqu'un de... Écoute, moi, je suis un prestataire de service. T'as besoin de mes services. J'ai mon carnet d'adresse, j'ai mon truc. Viens, travaille avec moi. Pour moi, c'est plus... Je vais t'emmener d'un point A à un point B. Non, ça, c'est plus valable pour un agent. D'accord. C'est comme un agent immobilier, en vrai. Ouais. C'est plus... bah voilà, moi, j'ai tel artiste. Demain, on fait... Tiens, il y a K54 qui a besoin d'un showcase. Qui c'est que j'ai dispo au mois de juillet? Tiens, hop, bah, j'ai un tel. Vous avez combien de budget? Un tel. Voilà ce que je peux vous proposer. Ok. Tu vois, là, ça fonctionne. Il n'y a pas de côté créatif, il n'y a pas de direction artistique. Tu réfléchis pas à... Lord Apex, le petit de Londres que je manage, moi, je suis déjà en 2024, en vrai. Tu penses à tout ce qu'il peut faire, comment tu vas le développer, quoi il va... Là, pour 2022, tous nos albums, ils sont faits. Ou ils sont quasiment finis, ou c'est des dernières touches. C'est des trucs qu'on a fait fin 2021, tu vois. Après, c'est tout ce qu'on bosse lors des sorties d'albums. Ouais, on le bosse, tu vois, tout de suite. Mais sinon, c'est pensé en amont. Il y a beaucoup de stratégies à l'avance. Alors, justement. Je te donne un exemple concret. Quand j'ai commencé à manager Lord Apex, en 2020, on a eu quelques premiers rendez-vous où il me faisait écouter ses sons, voilà, on s'est un peu parlé de notre life, tu vois. C'était un peu comme les dates, tu vois. Ouais, tu dois apprendre qui est en face de toi. Ouais, voilà, t'apprends qui est en face de toi. Après, tu te dis, bon, bah voilà, moi, je veux partir avec cette personne, ça me paraît bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on avance? Tu vois, et moi, je lui ai demandé clairement, je lui ai dit, c'est qui tes modèles? C'est qui que tu kiffes le plus? C'est qui les beatmakers avec qui t'aimerais travailler? Ton image, le branding, c'est quoi tes marques favorites? Il me dit, ouais, moi, c'est Carhartt Whip. Un an après, il est sponsorisé Carhartt Whip. Toutes les tournées. C'est quoi ta marque de sable préférée? Attends, c'est quoi tes baskets préférées? C'est Nike? Moi, ma marque préférée, c'est... Non, mais encore une fois... En fait, faut connaître le type. Faut que tu t'apprennes à le connaître, en vérité. J'ai pas décroché Carhartt à l'eau le lendemain. Non. Ça a été un travail de longue haleine. Ça a pris 6 mois pour... tu vois, enfin, peut-être pas, mais... Si, ça prend du temps. Parce que les gens sont pressés. Ça prend du temps, faut prendre son temps. Carhartt est venu au bout de 6 mois. Mais par exemple, moi je sais pas si on peut drop des marques, tu vois, mais il me dit, voilà, il me dit, moi 90% de mes baskets c'est des Nike. Mais je porte que des Air Force ou des Air Max. Il a bon goût. Voilà, il voulait pas Fila, quoi. Ouais. Et c'est pas lui. Donc moi, en tant que manager, je vais m'attacher à travailler avec des marques qui lui ressemblent. Parce qu'en fait, au vu du public, bah, ils vont sentir que c'est plus fake. Vrai. Tu vois? Mais un an et demi après, là, au mois de mai 2021, il a fait la pub pour la URH London. Il était dans tous les magasins Nike. Tu dis ça, mais c'est incroyable. C'est du travail. C'est du travail. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps, tu vois. Par contre, ouais, c'est super gratifiant, ouais. Ça valait le coup d'attendre pour le coup. C'est incroyable. Et au bout de 2 ans, on fait une tournée. Il y a eu le Covid et tout. Et là, Carhartt, ils lui font sa propre collection, Lord Apex Carhartt. Pour les concerts. Tu vois? Même Bout André, il a pas eu ça. Tu vois? Mais ça prend énormément de temps. Tu vois? C'est pas... surtout quand t'es en indépendant. On n'est pas signé en major, tu vois? Ouais. Donc... Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça démontre toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui par rapport au temps où tout passait par la maison disque qui quadrillait tout. Mais moi, ça m'intéresse cet aspect-là. Parce que malheureusement, on a souvent tendance à penser que
Et c'est les artistes qui nous en parlent, hein, parce que nous, voilà, du rap, les managers, on en sait ce que les artistes en disent, ou en montrent, et le manager, on a l'impression que des fois, c'est la maman de l'artiste, qui doit tout choisir pour lui, tout faire pour lui, tout machin, tout ceci, tout cela. Quand ça marche, c'est grâce à l'artiste, quand ça marche pas, c'est mon manager. Et souvent, quand un artiste, il veut pas fitter avec toi ou bosser avec toi ou je sais pas quoi, va voir mon manager. Il t'envoie vers le manager, c'est devenu péjoratif dans le sens où c'est un artiste, il veut t'esquiver. Ouais. Normalement, c'est le cursus normal. Il y a ça, il y a le côté papa, maman, et il y a le côté aussi business, où en fait, les gens autour, ils voient le manager comme celui qui... Le méchant, ou tu sais, celui qui gère le côté argent, genre qui bloque l'argent pour l'artiste ou des trucs comme ça. Ça, c'est assez courant, quoi. Mais c'est vrai que c'est au cas par cas, ça dépend de ce dont tu as besoin, tu vois. Tu peux avoir des artistes qui n'ont pas eu de papa ou de grand frère, tu vois, pour les éduquer, et que ils sont forts en musique, mais tu vois, ils savent pas gérer leur argent, ou ils savent pas gérer leur problème de cœur. Tu vois, moi j'ai eu un artiste, tu vois, il était avec une meuf, tu vois, à chaque fois il se séparait, après il était déprimé, après il se remettait avec elle, il était yimbe, après il a eu un enfant avec elle, tu vois, c'était bien, après elle a trompé, tu vois, et moi je dois gérer ça, parce qu'en fait, si je comprends pas ça, je sais pas pourquoi il tease, je sais pas pourquoi il arrive en retard aux sessions studio, je sais pas pourquoi il donne un mauvais show. Pourquoi il donne un mauvais show? Parce que juste avant, il a eu sa meuf qui dit ouais, tu me dois tant, tu m'as pas envoyé le Western Union que tu voulais. Je supporte. Tu vois, le mec il est fatigué, il est en tournée, et le manager, peut-être qu'il veut pas en parler. Tu vois, peut-être qu'il veut pas te casser les pieds avec ça. Faut comprendre tout ça. Non, mais et c'est là que ça revient que c'est une question de communication et que c'est comme une relation. Ouais, il doit te faire confiance pour pouvoir s'ouvrir aussi. Bien sûr. Si t'as des problèmes de santé, tu vois, il y a plein de choses où tu dois comprendre ton artiste. Le classique, tu vois, bon, je l'ai vu avec Freddy en tournée, je pense que, tu vois, personne n'est dupe, tu vois, on sait d'où il vient, tu vois. Le mec, il arrive avec des entourages, frérot, faut les gérer. Ouais. Si les gars, je les connais pas, je sais pas qui c'est, mais je les laisse pas rentrer. Ouais. Tu vois. Quand ça commence à être des bails de gang ou des gars qui viennent pour te péter, tu dis mais il m'a pas dit ouais, j'ai un bif avec tel gars à Chicago en ce moment, c'est chaud à cause de je sais pas quoi. Tu fais faut comprendre tout ça, tu vois. Donc tu te mets dans une position où c'est à toi de gérer. Quand Freddy s'est fait arrêter et qu'il était en prison, moi j'ai eu sa mère qui m'a appelé. Pourquoi il s'est fait arrêter? Ouais, pour ceux qui ne le sauraient pas, Freddie Gibbs, donc en 2016, qui a été accusé, c'est tombé très très rapidement à l'eau au niveau des accusations, mais il a été accusé de viol par 2 femmes et il a fait de la prison. C'était en Lituanie. C'était en Autriche et il a été arrêté en France. D'accord. Donc il a fait de la prison en France et en Autriche, mais c'était des fans autrichiennes. D'accord. Qui l'ont accusé. Donc, il a été accusé, il a fait de la prison. Combien de temps déjà de prison il a fait Il a fait 1 mois et demi en France et 1 mois et demi en Autriche. D'accord. En tout, le truc, il a duré 4 mois, 5 mois. 5-6 mois. Quand même, c'est énorme. Pour des accusations, bon, c'est tombé à l'eau après, voilà, il n'y a plus de problème, il est complètement blanchi à ce niveau-là. Il a été acquitté de tout. C'est important de le dire, ça, parce que... lors de son jugement en Autriche, acquitté de toute accusation. Et donc ça revient à gérer de fou, ça. Bah ouais, parce que si tu veux, moi j'avais jamais eu à gérer ça. Ouais, parce que là, j'avais déjà eu des arrestations en tournée, des artistes bourrés ou des mecs de leur entourage. J'ai eu un manager d'artistes qui était bourré, qui s'est fait arrêter en Allemagne, qu'on a été chercher en prison. J'ai eu un DJ aussi. Ah ouais. Un DJ qui avait forcé, tu vois. Et mais j'avais jamais eu ce genre de truc où police, tu vois, ouais, undercover. Ouais, tu vois, c'est pas Interpol, mais je sais pas comment on dit, tu vois, c'est la grande police, tu vois. C'est arrestation et tout. Truc de ouf. Après, faut gérer le truc, faut aller faire des visites, faut lui apporter des trucs là-bas.
Après, il y a une liberté conditionnelle, c'est-à-dire qu'on a vécu, tu vois, on n'allait pas faire fly sa famille ou son manager. Tu vois, c'était moi qui était là. En plus, j'étais français, ça se passait en France. Donc voilà, pendant 1 mois et demi, on a pris un appart et il n'avait pas le droit de quitter le territoire. Tu vois, tant qu'il partait pas en Autriche. D'accord. C'est particulier, tu vois, parce que tu dois gérer une situation où, voilà, ou même quand t'as son frère ou sa mère qui t'appelle et ouais, il s'est passé quoi, wesh. Ouais, bien sûr. C'était là. Ouais, faut être. C'est toi. Non, moi, j'ai eu un artiste, j'ai pas envie de parler de lui parce que on s'entend plus à l'heure actuelle, mais à Londres, tu vois, dans le backstage, il invite des meufs, tu vois, assez jeunes. Et les meufs, elles ont des flasques, tu vois, de collal, je pense, tu vois, d'autres trucs. Des trucs peu recommandables. Peu recommandables. Et je vois qu'elles sont explosées. Et il me dit, ouais, je vais avec elles en boîte et tout, elles ont une voiture et tout. Je dis, donc c'est elles qui conduisent là? Moi, à la fin du concert, je suis pas forcément les artistes en boîte. Après, faut que je dorme. Hein. Je suis pas un cyborg. Hein. Bien sûr, et après, c'est des grands garçons. On considère que c'est des grands garçons. Voilà. Ça. Ah ouais, tu dois être la voix de la raison. Et le mec, je lui ai dit, prends un Uber, mon frère. T'as de l'argent. Vas-y, je te prends un Uber et il va te déposer à la boîte. Mais tu montes pas en voiture avec des meufs alcoolisées comme ça, défoncées. Et bah, tu sais quoi? Il m'a embrouillé. Ouais, t'es pas mon père. T'es pas mon père. T'inquiète, ça va se passer. J'ai fait ça 1000 fois. Mais mon frère, t'es à Londres, t'es pas chez toi, t'es... Et même, il suffit d'une fois pour mourir. Hein, tu vois, il n'y a pas besoin de... Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Ah, comme quoi? Je lui ai dit, tu montes là, t'as un accident. Je dis quoi, ta daronne, moi? Incroyable. C'est tout. Donc je te book un Uber et tu la fermes, tu vois. Mais tu vois, c'est... Tu gères des trucs, des fois, Il y a des situations à dégoupiller, à gérer, où t'es... Non, mais de toute façon, j'imagine qu'avec toutes les tournées que t'as fait, parce que t'as fait les tournées de Freddie Gibbs, les shows avec Madlib. Ouais, Madlib. Macklemore avec Chance the Rapper. Ouais. Ça doit être incroyable. Ouais, Macklemore avec Chance the Rapper, Macklemore et Ryan Lewis. Donc moi, je manageais Chance the Rapper sur cette tournée-là. Lui, petit Chicago de 19 ans, qui mange que des cheeseburgers de McDonald's, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Tu tournes le dos, il a disparu. Tu vois, c'est un petit peu, tu vois, il sort de chez eux, la première tournée. Ouais, forcément. Ouais, j'ai voulu aller m'acheter une PlayStation. Genre, il a voulu aller à un magasin, s'acheter une PlayStation. T'as été tout seul comme ça, tu vois. Après, personne ne le connaît. À l'époque, non, tu vois, mais si tu veux, ils se rendent pas compte, tu vois, du danger potentiel. Du danger, tu peux te faire raqueter, agresser, écraser par une voiture, enfin, tout et n'importe quoi. En fait, c'est là où je me mets en position de... Moi, je me mets en position de parent, tu vois. Parce que je me dis, voilà, c'est moi qui... C'est moi qui... T'es en charge. C'est moi qui... Oui, t'es en charge de l'artiste. Qui est en charge. Tu vois, même avant de monter, tu vois, avant de monter sur scène, les mecs, tu vois, faut que je gère, faut que j'observe le nombre de verres qu'ils prennent, tu vois. C'est incroyable. Hein. Mais ça fait partie du management. En vérité, c'est pas une tâche que toi t'as choisie. Ouais, parce qu'il y a toujours il y a les invités. En fait, j'ai plus à gérer l'entourage que l'artiste lui-même. Toujours, il y a des invités dans chaque ville. Les gens, ils sont pas en tournée avec nous. Donc le lendemain, ils se lèvent pas à 7h, 8h pour monter dans le bus. Ils sont là pour faire la fête. Tu vois. Donc vas-y mon pote. Tu sais, ils viennent voir leur poteau artiste et ils veulent faire la fête, l'emmener en boîte. Mais on est mardi là. Demain, mercredi, on est dans une autre ville, nous. Dans un autre pays. Tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, enfin, on le sait tous, tu vois, l'alcool, souvent, ça n'amène rien de bon. Donc, tu vois, enfin, on les connaît tous, tu vois, les sorties en boîte avec des embrouilles, des bagarres, des embrouilles pour une meuf, des trucs bateaux, il m'a renversé un verre, vas-y, on se tape. Tu vois, des trucs bidons. Bidons, bien sûr. Mais quand t'es avec un artiste qu'un riz,
est de renommée ou autre, et que potentiellement, tu vois, je sais pas, il peut y avoir une bagarre, il peut se faire défoncer, il peut se faire, tu vois, si le mec il a des chaînes, des fois il y a des gars qui ont des chaînes, tu vois, avec des diamants ou des trucs comme ça, tu vois, ils peuvent se faire dépouiller, finir en prison, le lendemain ils doivent jouer un show, tu vois. Moi je pense toujours, c'est un job. Hein. Ouais, toi t'es là pour assurer aussi la bonne tenue de la tournée, tout ça. Ouais. En sorte que l'artiste soit là, en bon état. Ouais. Après, faut avoir des relations, mais tu vois, par exemple, sur une de mes premières tournées avec un artiste, on va en boîte après son concert. Moi, j'ai des potes locaux, tu vois, en général, j'ai toujours mes gars un peu sûrs, tu vois, sur place. C'était au Danemark, donc tu vois, c'est pas un pays Kaira. Hein, c'est pas connu pour, en tout cas. Tu vois, on n'a pas été au Nigeria, tu vois. Et on rentre à l'hôtel et mon pote, il m'envoie un texto, il me dit, ouais, Freddy, j'ai vu avec quelle meuf il est... C'était Freddy Gibbs. Il dit, ouais, j'ai vu avec quelle meuf il est sorti. Ouais, check, parce que je fais pas confiance. Genre, elles ont réputation d'être des voleuses, tu vois. Moi, je vais et je tape à la porte. Je fais, ça va, tout va bien? Il me dit non et tout. Il me dit non et tout, ils sont chelous et tout. Et en fait, il s'avère que les meufs, elles étaient là pour le dépouiller. C'était, tu vois... C'était une de nos premières tournées. Ouais. Donc, tu vois, depuis, on se fait confiance. Tu vois, je te parle ça de début, hein, même pas Freddy Gibbs d'aujourd'hui, tu vois. Donc imagine, tu vois, même sur des mecs qui débutent, tu vois, il y a des trucs. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Des trucs même tu t'imagines pas, en fait. Tu vois, des michetonneuses top level, tu vois. T'imagines pas que des filles que tu sais d'une fille... en boîte de nuit, tu la ramènes dans un hôtel, je sais pas quoi, et il y a une équipe qui t'attend. Des soirées où t'as des équipes qui arrivent, tu vois. Ouais. Ouais, en vérité, ouais, ça c'est... t'es en première ligne. En plus, c'est toi, des fois, qui dois essayer de négocier, de gérer les humeurs des uns des autres. Ouais, tu vois, donc... c'est particulier, tu vois. Il y a des mecs, tu les perds. Des gens, Madlib, il a pas de téléphone, hein, il a pas de montre, il a rien. Madlib il disparaît. Ah ouais, un magicien. Ok, Chance, des rappeurs, Madlib, c'est des mecs en tournée. Chance, c'est différent, c'est parce que c'était un petit et que, tu vois, il était là, première tournée en Europe, tu vois. Ouais, ils veulent voir du pays, tout ça. Ouais. Parce que vous n'avez pas forcément le temps, en plus, quand vous êtes... quand tu viens à Paris, tu restes... Puis c'est des grosses tournées, tu vois, en mode zénith, où tu sais, faut respecter un planning, faut être là à telle heure pour le soundcheck, faut être là à telle heure sur scène. Je te parle pas, tu montes sur scène à 20h, faut être là une heure avant, quoi. Au moins une demi-heure avant. Tu vois. Surtout si t'es la première partie. Tu peux pas mettre le reste du show en retard ou en péril. C'est sûr. Donc tout ça, faut être tout le temps dans l'anticipation en tant que, enfin surtout au niveau du tour manager, tu vois, en tournée, dans l'anticipation, se mettre tout le temps à la place de l'artiste, en fait. Je pense que même, enfin, un manager général, tu vois, faut qu'il se mette à la place de son artiste, faut qu'il arrive à se dire, voilà, en ce moment, je sais pas, il a des pannes d'écriture ou ça va pas avec sa meuf, tu vois, il est pas trop bien ou je sais pas. Mais j'avoue que la dimension psychologique, là, je la voyais pas aussi profondément que ça. Finalement, parce que t'as des mecs, après j'imagine que c'est du cas par cas, mais t'as des mecs qui doivent, je pense, arriver à faire la part des choses. Quand ils sont sur scène, quand ils sont en mode artiste, ils sont en mode artiste et la vie personnelle n'influe pas forcément. Mais tu dois aussi avoir le cas contraire où tous les états d'âme qu'il peut avoir dans sa vie font que... Ah ouais. Après, moi ça va, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai pas eu des mecs qui sont addicts à des gueudereaux, tu vois, trop lourdes. Ou, tu vois, il y a des mecs qui sont alcooliques, il y a des mecs qui sont cocaïnomanes, il y a des mecs qui sont...
Donc tout ça, c'est aussi, ça fait aussi partie du métier. Et moi, les gens ils vont sur Instagram, c'est pas parce que je suis dans un hôtel 5 étoiles que je suis en train de kiffer dans le jacuzzi. Hein. C'est des choses à gérer. Je suis levé avant eux et je suis couché après eux. Tu sais, dans le film avec comment elle s'appelle la meuf, Lady Gaga. Le dernier là. Hein, Star is Born. Il y a un moment, il y a Bradley Cooper, il joue un chanteur connu. Tu vois, il y a son frère qui est son tour manager. L'autre, il est alcoolique. Et genre, il le porte sur son épaule et il le dépose dans son lit et il lui enlève ses bottes. Ouais. Ça, je l'ai fait. J'ai déjà porté un gars dont j'étais le tour manager qui était raide mort. Il pouvait pas sortir du van. Il était mort. Incroyable. Et je suis petit, moi, je suis pas balèze. Tu vois. Donc des fois, t'as pas la sécu avec toi, tu vois. Et là, la sécu, ils sont en train de ronfler, tu vois. Je l'ai porté, je l'ai déposé sur son lit, je lui ai enlevé ses chaussures. Ouais, je déshabille pas, tu vois. J'enlève ses chaussures parce que c'est le minimum. Et le lendemain matin, le gars, il est encore dans un coma, enfin, façon de parler, tu vois. C'est loin. Au quotidien, ça doit être. Donc ça m'est arrivé, tu vois, de prendre. D'avoir à je sais pas, à prendre la carte de sa chambre. Tu tapes, tu peux taper comme un condé, mais il se réveille pas. Ah ouais, on va jamais partir. Tu vois? Donc tu rentres, tu le secoues. Avec son loin, fatigué. Incroyable. Mais tu vois, après, au niveau des artistes, comment ça se passe? C'est que ils reconnaissent ce travail-là, ou c'est un travail qui est reconnu à sa juste valeur, ou c'est un truc, comme tu m'as dit, qu'il y a des mecs qui changent de manager chaque année, etc. Ouais, t'en as qui sont reconnaissants, qui comprennent, tu vois, cette relation-là, et que tu sais, c'est une personne en qui t'as confiance, tu vois. Et t'en as d'autres qui prennent ça, c'est juste un service, t'es juste un mec qu'on engage pour une période, et c'est tout, quoi. Un autre truc très important qu'on voulait voir avec toi, c'est que c'est quoi le plus difficile quand tu t'occupes d'un artiste? C'est la relation manager-artiste ou la relation manager-label? Label, quand il y a un gros label, quand il y a une grosse structure. C'est une bonne question. Ah ben c'est une question. Parole véritable. Et t'es constamment une éponge, en fait. T'es constamment une éponge, un tampon entre la maison de disque et l'artiste, ou entre l'artiste et le promoteur du concert, ou des trucs comme ça. D'accord, en fait, t'es vraiment le middleman, en fait. Ouais, et puis bah, t'es la personne t'es le médiateur, t'essaies de trouver un accord, tu vois, parce que bon, des fois, certains artistes, ils ont leurs idées bien préconçues, et puis t'as des labels qui sont là, ouais, mais non, nous, on veut ça, et pas autrement, quoi. Et là, faut entendre raison, des fois, c'est... Ouais. Donc, c'est pas facile de simplifier surtout les choses, tu vois. En fait, tu dois être un simplificateur, tu vois. Tu dois faciliter la tâche de tout le monde, et encore une fois, être dans l'anticipation. Qu'est-ce que lui, il va vouloir? Qu'est-ce que lui, il va faire? Tu vois. Moi, je sais pas, je te prends un exemple simple, hein. Je te prends un use case très, très, très concret. T'as un artiste qui est signé, ils ont un contrat avec des pourcentages bien établis et tout. L'album marche pas ou pas autant, ou qu'est-ce que le label peut faire dans ces cas-là? Est-ce que tout dépend du contrat que t'as. T'as des artistes, ils ont tout à rembourser. C'est chaud. Comme t'as des artistes, bah voilà, l'argent il est donné. Ouais. Ça dépend de la négociation, mais ça, l'artiste, il le comprend. Est-ce que l'artiste, L'artiste, en vrai, il peut rien. Pour moi, il a fait une fois... Enfin, en tout cas, une fois qu'il a fait le job. Là où il est à blâmer, c'est quand t'as la situation qu'on a vu plein de fois, où il y a des labels qui veulent sortir un projet, et l'artiste, il livre pas. S'il livre pas, bah ouais, écoute... c'est toi qui crée le problème. Par contre, une fois qu'il a livré, que lui, il a fait sa promo, qu'il a fait ses concerts, qu'il a fait ses trucs,
que l'album il marche pas. Bah, écoute, c'est malheureux, mais un flop c'est un flop, tu vois. C'est des fois. Ça arrive. Ça arrive. Comme tu peux aussi avoir un coup de chance et tu vois sortir un hit, c'est sympa. Hein. Donc, mais ça dépend du contrat. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que toi, t'es impliqué dans la promo de l'artiste avec le label ou je sais pas quoi, je dis Roc Nation pour citer que. Est-ce que Roc Nation, il se pose avec toi, t'es le manager de l'artiste, tu le connais mieux. Est-ce que en fait, en général, sur les labels majors, t'as pas trop ton mot à dire parce qu'ils ont déjà dans leur système, dans leur service, tu vois, un département promo, comme ils ont un département concert. Etc. Quand tu es en indé, tu peux dire bah voilà, je voudrais engager un tel comme RP parce que je pense que j'ai eu un meeting avec lui, je pense que c'est lui qui comprend mieux mon artiste, tu vois. Hier, j'ai eu un meeting pour Lord Apex pour son agent en France. Après, c'est à toi de juger, tu vois, quel team tu veux engager, quoi. Si t'es en indé, tu peux t'es plus à même de pouvoir choisir avec qui tu vas travailler. Par contre, fais attention comment tu dépenses ton argent, quoi. Tu vas voir ce que tu dépenses et ce que tu fais, mais après, quand t'es en major, peut-être que t'auras la grosse machine, t'auras une grosse force de frappe, mais que ton RP, tu l'auras jamais rencontré de la vie, quoi. Enfin, j'ai un peu plus vu, tu vois, par exemple, avec Nerd et Pharrell et Star Trek. Tu vois, t'as bossé pour. Tu vois, les albums de The Clips ou de Robin Thicke, etc. Tu vois. Bah, en fait, tu sais pas trop qui est qui, quoi, parce que c'est tellement big. On se rend pas compte. C'est que dans les gros labels comme ça, c'est que t'as des salles avec je sais pas combien de personnes, et c'est eux qui décident de tout. Toi, l'artiste est tout petit. C'est ça. Et quand t'es en indé, bon, moi, tu peux. Des fois, il y a juste un artiste et un manager, tu vois. Ouais. Enfin, actuellement, avec Lord Apex, c'est un petit peu le cas, quoi. Et on travaille nos projets petit à petit, tu vois. Je vais ramener un DJ, un ingé son, un RP, un plugger radio. Donc un mec qui s'occupe de faire passer son en radio. C'est un métier, ça. Tu vois ? C'est un métier, plugger radio. Ouais. Tu vois, c'est... Un plugger des fois, au lieu d'avoir un manager, il te faudrait plus un plugger radio. Ouais, il y a des gens qui ont juste besoin d'un agent, en fait. Un DJ. Un DJ qui fait des soirées. En vrai, pour moi, il n'a pas besoin de manager. Il y en a plein qui en ont. Tu vois ? Pourquoi faire ? Tu sors pas d'album. Tu vois ? C'est DJ Khaled, tu vois ? Ou je sais pas, tu vois. Mais il y a plein de mecs qui font juste des soirées. Ouais. Booking agent. Tu te prends juste un agent. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un gars qui trouve des clubs ou des salles de concert qui te bookent des DJ sets ou des festivals. C'est tout. Ouais, t'as pas besoin d'un manager pour ça. Après, tu vas avoir ton manager entre toi et l'agent qui va se prendre, il va se prendre son cut. Ton agent, il va se prendre un cut en plus. Tu vois. Souvent, bon, bien évidemment, t'as des mecs comme David Guetta, tu vois, et ils ont trois des managers. Bien sûr, ouais. Je sais pas. Mais c'est à notre échelle. Ouais, c'est. Mais justement, tu parles de ce fameux cut. Alors, on parle toujours de ce cut, le pourcentage est toujours de 10 à 13%, c'est ça ? On entend toujours parler des 10%, les fameux 10%, de l'argent, du manager, du machin, ceci, cela. Ça dépend. En fait, ça dépend des pays. D'accord, c'est pas un truc international. Ouais, en France, à ma connaissance, c'est plus. Ouais, c'est 10. Entre 10, 15, États-Unis 15, par exemple, en Angleterre, c'est 20. 20%. C'est énorme, hein. Bah ouais, mais ça dépend aussi, parce que. Après, si tu façonnes plein de choses et que t'es ce manager qui arrive à, entre guillemets, créer de toutes pièces une équipe et faire vraiment péter un artiste, bah, franchement, ouais, ça les vaut largement. C'est vrai. Ça les vaut largement.
Après, si l'artiste, il a déjà une carrière, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est là, qu'il a des rentrées tous les mois, et tout, t'arrives un peu plus pour gérer, tu vois, ce qui est déjà mis en place. Mais si tu prends un petit qui a 16 ans, et que tu commences avec lui et que t'es là depuis le départ et tout, tu les mérites amplement. C'est sûr. C'est sûr. Que tu crées Dash, tu crées un label avec lui, etc. C'est un taf de sourd. Enfin, en tout cas, pour les managers qui bossent, hein, parce qu'il y en a plein aussi qui branlent rien. Qui vont pas chercher les trucs, qui vont pas envoyer des emails, qui vont pas faire le taf. Tu vois, qui veulent... Faut que le manager, il veut encore plus que l'artiste le succès de son gars. Et qui croit encore plus que son artiste en lui. Ouais. J'ai vu les deux, moi. J'ai vu les deux. J'ai vu le mec qui était vraiment fou. Mais fou. Je pense par exemple à Philo du MA3 qui manageait Youssoupha. Mais quand Youssoupha... De toute façon, Poison en a parlé dans une interview chez les confrères de Grice, big up à eux. Il avait dit... Philo, quand il s'occupait de Youssoupha, quand il avait sorti Éternel Recommencement, il arrêtait les voitures dans la rue, il donnait des CD, il allait sur les radios, mais c'était un truc de fou. Il était fou de son artiste. Et c'était entraînant, tu vois ce que je veux dire. Il a réussi à créer un mouvement juste par son attitude, tellement il était fou. À côté ou ailleurs, tu avais d'autres managers qui étaient plus en retrait, plus cool, trop calmes. Du coup, c'est limite, je vais pas dire qu'ils s'en foutaient, mais ils croyaient pas plus que ça à l'artiste. Mec, t'es un coach. T'es un coach. Lambeau, le manager de Freddie Gibbs, des fois, il me parle et c'est Phil Jackson. Freddie Gibbs, c'est Michael Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Tony Kukoc, en vrai. Je suis le support. Tu vois? Je suis là quand il faut. Non, mais il y a des styles de management. Il y a le mec qui est sur le bord de la touche, qui est là, qui regarde, qui donne des consignes vite fait. Et t'as le coach qui saute, qui vit le match, et tu sais que si toi, t'es à un moment où t'es un peu dans le creux, lui, il vient, il va te rebooster. À la mi-temps, il va te parler, ou il va ne pas te parler, il va faire un truc qui fait que ça change le match. Qui font de la magie, qui arrivent à trouver des deals à des artistes, tu vois. Mourinho, tu vois, quand il fait son cinéma, qui bluffe, tu vois. En fait, c'est sa qualité. Il arrive à rendre des équipes pétées, tu vois, un peu fortes, tu vois, mais parce qu'en fait, il attire l'attention sur lui ou des choses comme ça. Il y a des managers dans la musique, c'est pareil. Tu vois? En fait, ils savent qu'ils n'ont pas le meilleur artiste du monde, mais ils arrivent à leur trouver des deals, des trucs de ouf. Des fois, tu te dis, putain, mais pourquoi tel artiste, il est à Coachella? Ou pourquoi tel artiste, il a eu un deal chez Def Jam? Et pourquoi tel artiste, il s'est retrouvé là? C'est le background, c'est derrière que ça se passe. Et c'est parce que le mec qui t'a vendu, il est trop fort. Tu vois? Comme avoir un bon agent, tu vois, c'est ultra important. T'as des mecs, ils sont trop forts, ils font pas de concert. Parce que, soit déjà ils ont pas d'agent, ou alors qu'ils ont un agent, tu vois, qui a rien compris à l'artiste et qui sait pas le vendre. Tu vois? C'est pareil pour le manager. C'est pas parce que l'artiste est parfait pour les concerts, simplement. Bah après, t'as des artistes qui sont mauvais en live. Hein. Ça se travaille. T'as des artistes... Tu sais, souvent, quand je suis en tournée avec Gibbs ou autre, on me demande, qu'est-ce que je peux faire pour les lives et tout. Je dis déjà, t'arrives à l'heure. Tu dis bonjour à tout le monde. Déjà, t'as fait ça. T'as fait 50% du taf. T'as fait plus que je suis désolé, que beaucoup de mecs. Et surtout, les rappeurs, quand on arrive dans les salles, tu vois, les mecs, ils ont toujours des préjugés. T'as déjà fait des concerts. T'arrives dans les salles, t'as les mecs un peu à l'ancienne, punk, tu vois, les mecs qui écoutent du hard rock et tout, les ingé-sons. Tu sais, ils sont là, vas-y, encore un concert de rap, ça va être le bordel backstage, ça va être le bordel sur scène. Tous les mecs avec qui je suis, Freddie Gibbs inclus, je leur dis, vas-y, on va leur montrer qu'on est des pros, qu'on arrive à l'heure. Tout bien leur faire ravaler, tu vois. C'est préjugé. Tout ça. On arrive à l'heure. Quand t'arrives, tu dis bonjour à tout le monde, du mec qui balaye la salle, à l'ingé son, au mec de la sécu. C'est important.
C'est important. Très important même. Si tu tombes dans la fosse, le mec de la sécu, si tu l'as pas check ou si tu l'as pas calculé... il va te laisser 3-4 secondes en plus. Ouais, il va pas aller te chercher. 3-4 secondes en plus. Mais tout ça, tu vois, donner un vrai show. Tous ces petits trucs-là, tu sais, c'est des plus qui font que... Ah, c'est le bon état d'esprit, hein, pour reprendre une analogie encore sur le basket, c'est Kobe qui avait ce mindset-là, c'est que même quand il était blessé ou quand il était un peu à court de forme et tout, il a joué avec un doigt cassé toute une saison, là où des mecs auraient pris 2 semaines, 6 mois, tout ça, lui disait hey, moi je vais dans telle salle, parce que dans cette salle-là, il y a une famille, elle a économisé toute l'année pour venir me voir à ce match-là. Je connais plein d'artistes qui font pas de répète. Et ça c'est n'importe quoi. Tu dois faire des répètes. Et surtout des rappeurs. Les mecs du rock, où, tu vois, ils font des répètes, tu vois, ils checkent les batteries, les guitares, et non, faudrait jouer plus comme ça, et là tu joues trop vite, là tu joues trop lentement, le chanteur ci et ça. Non, mais le seul truc où, tu vois, les mecs ils arrivent un peu les mains dans les poches souvent, tu vois. On a parlé des Quinry tout à l'heure. Spécialiste, tu vois, d'arriver les mains dans les poches, ou même sans DJ. Ça, c'est... Enfin, tu vois, les mecs, ils arrivent sans DJ. Sans DJ, comment tu peux faire? Donc, en fait, déjà, rien qu'en arrivant à l'heure, poli, préparé, tu fais un vrai setlist. Tu vois, tu fais 1 heure de show. T'as tout préparé. Tel son est préparé. À tel son, je vais faire ça. À tel son, je vais leur dire ça. Tu vois? T'as bossé ton truc. Et déjà, ça se sent. Tu donnes les moyens. Et si t'arrives, vas-y, t'es défoncé, t'es en retard. Tu vois, tu checkes personne. Ah, mais moi, mon DJ, il est pas là. Ouais, mais c'est pas grave, on va trouver quelqu'un, là, tu vois. Mais mon frère, tiens, une clé USB avec des MP3 pourris. Combien de fois on l'a vu? Vrai. Vérité. Vrai. C'est des faits. Les mecs, ils arrivent avec une clé USB, et ils ont pas de DJ. Ils ont des sons pas mixés. Ils te donnent des... Et après, ou même des sons avec les voix dessus. Hein? DJ. Big up les Deep Set. Versus. Ça ne va pas. Ouais, on les a vus au Versus, ils se sont fait défoncer alors qu'ils avaient aucune organisation. LOX était prêt. Ils avaient répété. Ils avaient des... Exactement. Quand ils savaient que quel morceau ils allaient balancer, ils ont répondu. Mec, c'est du sport. Voilà. T'arrives à un combat de boxe, t'es pas entraîné à la salle des mois avant, tu te fais exploser. Tu prends une Tyson Woodley. Bien sûr. Non mais ça c'est véridique. Ça c'est véridique. Mais est-ce que c'est qui? C'est le manager qui doit le préciser? Enfin, il y a quelqu'un qui doit... tu vois. Non, il a un rôle à jouer en tout cas là-dedans. Ouais. Il a un rôle à jouer. Enfin, faut être un minimum discipliné dans chaque truc. Franchement, moi, c'est ton... Justement, ça c'est un truc très intéressant. Est-ce que toi qui as bossé avec des artistes français et des artistes américains, ce serait quoi les plus grosses différences avec lesquelles c'est j'ai pas compliqué? Vraiment bossé avec des artistes français, ça serait un petit peu mentir, tu vois. Mais bon, je vois ce que tu veux. Ouais. J'en ai côtoyé, mais c'est vrai que une différence... Moi, pour le coup, j'ai bossé que avec des Français. Et je peux te dire que le problème de la France, c'est qu'il y a beaucoup ce côté de... Le manager, c'est pas un manager de métier qu'il fait par vocation, il le fait souvent par défaut. Et il le fait, et c'est beaucoup... j'apprends le business sur le tas, et j'essaie ceci, j'essaie cela. Je connais du monde, vas-y, tu vas être manager. On peut pas tous être des Kenzie ou des visionnaires, tu vois. En fait... Pour moi, ça fait partie des ingrédients de base, avoir une vision. C'est-à-dire que mon artiste en est là aujourd'hui, toi, je sais que dans 3-4 ans, je vais t'emmener là. Ça peut se travailler, tu vois, la stratégie, penser en dehors de la boîte, comme pensent les Quinry, tu vois. Avoir un œil critique. Se mettre à la place d'un fan. Souvent, moi, je suis fan comme tout le monde. Freddie Gibbs, c'est un de mes rappeurs préférés. Donc quand je lui parle, en tout cas pour lui donner des conseils sur sa musique ou son show, je lui dis, frérot, si j'avais payé ma place et que tu fais ça, tu vois,
je me mets à la place d'un fan qui aurait payé 30 ou 40 euros. Qui aurait peut-être payé... souvent, on fait des huddles. Tu sais, comme au football américain. Souvent, j'organise des huddles avant le concert. Je mets tout le monde en rond. Et je dis, voilà, ce soir, on est à telle ville. On n'est jamais venu ici. Donc, on est en mode conquérant. Il y a des gens qui sont venus de loin pour nous voir. Il y a des gens qui ont peut-être pris un billet de train, qui ont peut-être acheté une chambre d'hôtel, qui ont payé leur place en plus, qui ont ramené leur vinyle pour le faire signer, qui ont acheté le vinyle 30 ou 40 euros en plus. Donc on va les respecter, on va leur donner de l'amour et on va tout donner pour eux. Tu vois ? Et juste le petit speech. Ça remonte les trompes tout de suite. Ça là, c'est magnifique. Tu vois ? Ça, c'est magnifique. Parce que juste ça là. Ça regonfle tout de suite le truc. C'est il y a un côté coaching, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais si tout le monde le faisait ça, parce que moi je te dis, on a fait des concerts avec tout le monde. J'ai vu tout le monde monter sur scène et tout, backstage. Tu vois que des fois, il y a des mecs sérieux qui font ça, mais la plupart des mecs, ils s'en battent les steaks pour rester polis. Ils montent comme ça. Ah oui, c'est bon, ils montent, ils font leur truc et tout. Ouais, et souvent, tu sais, on est dans une spirale où tu sais, t'es un peu une rosta, t'as du succès, tout le monde te dit que t'es le meilleur et tout. Tu sais, faut se rappeler que tu sais, on a de la chance et que tu vois, ça peut s'arrêter, ça peut. Tu vois, faut continuer ces choses-là. Là où il était très fort, Gibbs, c'est que toutes ces. Moins maintenant, c'est plus difficile sur les grosses dates. Mais toutes nos premières tournées, en fait, après les shows, il passait. Il allait à la table de merchandising, il passait une demi-heure, 1 heure. Et il me disait, Max, il n'y en a pas un qui sort pas sans sa photo, sans son truc dédicacé. Tous ceux qui sont venus et qui veulent un truc. Après lui, sa mentalité, c'est un dealer. Tu veux ça? Ah ouais, tiens, je vais voir le product, tu vois. Ok. Je vais te donner, tu vois. Ok, t'as de l'argent pour moi, mais t'inquiète pas que je le prends. Mais il a compris que quand il vient à Paris, il vient qu'une seule fois par an. Donc les gens, ils vont être 2 fois plus, 3 fois plus demandants qu'à Los Angeles ou à New York, parce qu'ils le voient 3-4 fois dans l'année, 5 fois dans l'année. Puis en plus, tu sais, ils sont un peu blasés de tous les shows qu'ils ont, tu vois. Que nous, on a moins de trucs. Donc, lui, il avait capté des trucs. On a fait une fois un show à Londres, tu vois, c'était devait être 600 places la salle. Sans te mentir, franchement, il y avait une queue après le show au merchandising de tout autour du building, comme si le show il allait commencer. Il y avait, sans te mentir, il y avait au moins 200 personnes qui attendaient. Ah ouais. Juste pour le. Et il a dit, t'as plein d'artistes, ils auraient fait, vas-y, j'en fais une dizaine et je me casse. Lui, il a fait, vas-y, je les veux tous. Genre, il a passé 2 heures après son show, tu vois, à faire le truc. C'est là que le gars, il a capté. Là d'où il vient aussi, Gary, Indiana, c'est pas New York, c'est pas LA. Ah, je sais pas, la première fois qu'on a été en Suède, tu sais, bon, on connaît les Quinry et leur géographie, tu vois. Et il me dit, putain, et tout, on est en Suède et tout. Et je lui dis, tu sais où on est? Je lui montre sur la carte, il fait, il dit, mec. Et là, il y avait ses potes à lui, tu vois. Et les gars, vous voyez où on est? Dans un pays de vikings, tu vois. On est loin. Tu vois. Et il me dit, Max, on est en Suède, tu vois, on est trop loin. Tu vois. Ouais, les mecs qui viennent ses potes, les mecs, ils se rendent pas compte, tu vois, parce que bon, après, il y a des gars qui sont ingérables. Il y a des gars qui viennent en tournée avec nous, ils sont ingérables. Ouais, j'imagine. Ouais, les mecs les vrais mecs du quartier, c'est ceux les pires. C'est les pires. Hein. Et il y en a partout. Quinry et trucs. Hein. Quinry est français. Les Français, moi j'ai vu des mecs du quartier, des mecs du terre-terre. Je veux te dire, là. Je sais même pas pourquoi ils sont là. La deuxième tournée qu'on a fait, il a ramené un gars à lui. On fait un concert à Strasbourg. Et je me rappelle, après le concert, on sort. Et c'était un dimanche soir.
On sort, et on dit on va aller manger un truc, on va trouver un truc manger. Mais tu sais, la France, c'est pas New York, Chicago, tu trouves pas forcément, tu vois. Donc on marche et tout, on galère à trouver. Et là, il y a un vieux kebab, le mec, il est en train de baisser sa grille. Et là, son pote, il me fait: tu crois qu'on peut le braquer? Je fais: mais non. Je fais... Sur le coup, je fais: t'es sérieux là? Je fais: ouais, il a quoi dans sa caisse? Je dis: toi? Il a pas compris. Un kebab, un ancien comme ça? Tu vois, tu veux? Mais il a pas compris. Toi, t'es pas chez toi? Ouais. C'est là que tu vois que le mec, ils sont dans une autre réalité en fait. Il a pas compris. Je regarde, je dis: c'est qui t'a ramené là? C'était ouf. Il a pas compris. À Strasbourg. Mais non, gros, c'est pas comme ça. C'est pas sérieux. En Alsace. Ouais. Mais non, toi. J'ai dit: écoute, allez, vas-y, détends-toi, viens, je vais t'en manger. On va aller manger un burger, on finit au McDo. Mais tu vois, c'est souvent ça. Mais tu vois, c'est le genre de truc où il comprend pas. En vrai, toi, tu vois un gars qui ferme son shop comme ça et tout. Le truc auquel tu penses. Et le truc auquel tu penses, c'est que tu dis: vas-y, on va lui péter à sa caisse. Mais à Strasbourg, toi, t'es un mec de Gary, Indiana. Ouais. Indianapolis. Et t'es là. Mais t'es pas sérieux. Mais non, pas du tout. C'est pour te dire, des fois, il y a des gars, ils ramènent avec eux en tournée, tu sais. Mais c'est eux qui créent les problèmes, souvent. Oui, bien sûr. sûr. Parce que les bagarres que moi j'ai vu ou auxquelles j'ai assisté, etc., c'est toujours un mec du quartier qui va foutre la merde avec un je sais pas qui, je sais pas quoi, et il ramène des problèmes à l'artiste. Et ça retombe sur l'artiste. Mais l'artiste aussi, il a des choix à faire. Je veux pas responsabiliser l'artiste. Non, mais si. Mais l'environnement. Souvent, tu sais, moi, l'environnement, ça joue. Moi, je connais les noms, tu vois, de chaque artiste avec qui je travaille, donc je connais un peu leurs poteaux. Pour ça, je vais, tu vois. Faut trier sur le volet si c'est possible de le faire. Ou à LA, je traînais souvent avec eux. Donc du coup, je connais un peu leurs gars. Des fois, ils me disaient: ouais, je vais ramener un tel. Je dis: non, laisse tomber, c'est une casserole. Il va servir à rien. Ouais. Et il va nous poser potentiellement des problèmes. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, laisse tomber. Non, mais j'avoue, l'histoire de... Mais non. Mais c'est pas non, sérieux. Mais c'est incroyable. Mais en termes d'anecdotes de tournée, on en a déjà parlé hors antenne et tout, et on en avait déjà parlé même sur un live que t'avais fait. T'étais venu avec Freddie Gibbs à Paris. Il y a un soir où t'étais sorti comme ça. Ouais, bah ça fait partie des trucs... La magie des tournées. Ouais. C'est là où... On a parlé de Nas tout à l'heure, tu vois. Où... show à Paris... notre agent nous dit: voilà, il y a une soirée privée au Silencio, il y aura un showcase. Vous venez, on va vous mettre une table. Moi, je me dis: vas-y, c'est tranquille. Silencio, c'est un petit endroit, je sors, tu vois. Moi, tu me proposes une grosse boîte sur l'échange, j'y vais pas. Silencio, c'est privé quand même, tu vois. Généralement, ça va. Et on arrive, et là, showcase de 5 tracks Mobb Deep. Voilà. Il y avait quoi? Il y avait 200 perses maximum 150. Donc t'es yam, t'as une petite table et t'as Mobb Deep qui fait genre 4-5 classiques. Et ils finissent, Shock One's partout, et il fait: hey, Freddie Gibbs is Prodigy, Freddie Gibbs is in the building. Hey, come on stage, bro. Incroyable. On finit. Freddy prend le mic, il fait Shock One's Partout avec Mobb Deep. Le DJ de Mobb Deep, pour les kiffeurs, c'était Ski Beats. Oh, Dead Presidents. Le gars dont tu parles tout le temps. Dead Presidents. Le gars dont tu parles tout le temps. Ski Beats. Oh, on lui donne du respect sur cette chaîne. Oh, mais non. C'était Ski Beats. Freddy fait Shock One's Partout sur scène. Et après, les gars... où ils nous invitent en backstage, tu vois. Je sais pas, il y avait 5-6 personnes, tu vois. Et voilà, tu te retrouves avec Prodigy, Avoc. On m'avait dit, il y avait quelqu'un d'autre encore, là. Il y avait un célèbre monsieur. Voilà, ils partent. Freddy fait: vas-y, on reste ici. Tu vois, on est rien.
il y a la jante féminine qui est présente. Tu vois, il voit que la soirée, c'est pas un endroit à péter, tu vois. Et là, on voit un attroupement, je vois des Golgoth. Qu'est-ce qui se passe et tout? Genre 6 ou 7 cums, mais genre tous 2m10, des montagnes. Et en fait, c'était Floyd Mayweather. Et Floyd Mayweather prédit les fans de boxe. Bon, il était un peu chaud. Il me dit, ouais, Max, s'il te plaît. Je dis, moi, je connais pas. Je connais pas, frère. En plus, t'as vu les gardes du corps. T'es sérieux, quoi? L'Himalaya autour de lui. Il dit, ouais, je me bats les couilles. Il faut que je le capte. Au moins que je le check. Ah, tu sais, je demande à mon gars. Il me dit, non, il veut pas être dérangé. Putain. Et là, je vais voir. En fait, t'as un gars, tu regardes sur Google, s'appelle Tower. Donc la tour. Il a pas joué dans Game of Thrones. Tu tapes Mayweather Tower, tu verras. C'est son chef de sécurité. Et en fait, ouais, j'ai fait mon petit truc, tu vois. J'étais le voir et j'ai dit, ouais, je travaille pour Club. Et voilà, on a un client qui est là. Il s'appelle Freddy Gibbs, c'est un rappeur connu. Et il voudrait rencontrer Monsieur Mayweather. Est-ce que c'est possible? Et là, franchement, il a cru. Il a cru. Il va voir Mayweather. Et Mayweather, il connaissait, tu vois. Ouais. Donc, il l'a invité à la table et tout. On a fini avec Floyd. Boire des verres. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que toi, la technique. Non, mais ça veut dire que toi, manager de Freddy, t'es avec Freddy Gibbs déjà. Ça, c'est ouf. T'es son manager. Vous allez dans un club à Paris. Vous rencontrez Mobb Deep et Floyd Mayweather. Tu sais, on dirait un rêve chelou que tu fais. Exactement. Après, tu te réveilles et tu dis, je suis allé au taf. C'est n'importe quoi. Non, mais ça, c'est incroyable. En plus, le concours des circonstances par définition, quoi. Ouais, je pense que même sur YouTube, tu tapes Mobb Deep Silencio, tu verras. Ça se trouve, il y a des images de ça. C'est un beau souvenir avec Prodigy. Ouais, big up à mon pote Yannick de Live Nation qui s'occupe de Mobb Deep, qui s'occupait de Mobb Deep, mais qui nous a invités ce soir-là, quoi, parce que c'était magique. Mais magique. Incroyable. Franchement, ça, c'est... Mais du coup, t'as des choses comme ça qui t'arrivent aussi dans d'autres villes, quand tu vas par exemple à Londres. Londres ou d'autres capitales, hein, connues. Tu connectes avec des artistes locaux, forcément, qui veulent avoir leur petite photo. Ouais, le truc qui était cool à Londres, qui était totalement inattendu, parce que c'était la première tournée européenne de Dom Kennedy, où j'ai eu une pote à moi qui m'envoie un texto, elle me dit, ouais, je connais, j'ai un ami à moi qui est rappeur, il est fan de Dom Kennedy, il veut venir. Je dis, ouais, vas-y. Tu sais, les guest lists et tout, c'est relou. Moi, c'est ma hantise un peu. Elle me dit, ouais, c'est Dizzy Rascal. Je dis, quand même, les gens. T'as fait pas le pote comme ça. Dom Kennedy, tu sais, West Coast smooth, tu vois, Dizzy Rascal, tu dis, ouais, chelou. Trop de vitamines, lui. Ouais. Et oui. Du coup, on l'invite et tout, et il vient, et il nous dit, ouais, les gars, venez chez moi, je vous fais venir chez moi après le show. On va faire la fête chez moi. Mais nous, on savait pas. Enfin, moi, je savais pas. Genre, Dizzy Rascal, il est archi blindé. Ah non, il est bien, lui. Je te parle 2013, quand même... tu vois, le gars, il fait des titres avec John Lennon, quoi. Enfin, avec Elton John, tu vois. Ou des stades, tu vois. En Angleterre, voilà, c'est... Incroyable. Et du coup, il nous met un van, sauf que... moi, je savais pas où il habitait. En fait, il habite à Kent. Enfin, Kent, c'est une région, hein, donc je dis pas exactement où il habite, tu vois, mais c'est loin, en vrai. 1h30. C'est loin. 1h30. 1h30 de la salle. Et il habite... Enfin, le truc, c'est manoir, forêt, tu vois, truc de... Moi, j'avais jamais vu des maisons comme ça. Tu sais, avec les Ferrari, les caisses de malades...
2 piscines, enfin, MTV Cribs. Mais tu vois souvent les joueurs qui jouent en première ligue, les baraques qu'ils ont. Et sauf là, c'était. La vérité, je l'adore. Mais parce qu'il est fan de Gibbs aussi, tu vois, je l'adore. Mais il nous a fait un guet-apens le soir-là, tu vois. C'est qu'en fait, il voulait faire un remix de My Type of Party de Dom Kennedy. Ok. Il kiffait parce que c'était un gros single. Et il voulait. Il m'a dit, ouais, j'ai mon studio. Et tout. C'est vrai, il avait un studio de malade. Il voulait enregistrer en fait. Ouais, bah ouais. Maintenant, t'es chez moi. Je t'ai payé le déplacement, vous avez vos petites bouteilles, vous vous enjaillez. Mais tu vois, on avait compris le stratagème. Tu vois. Et ouais, j'ai dit à Dom, mais Dizzee Rascal, il est trop big, tu vois. Il me dit, ouais, mais moi, je le connais pas. J'ai jamais entendu un seul son de lui, tu vois. Puis il me dit, moi, je fais pas de featuring avec les gens que je connais pas. Je dis, et là, il me dit, ouais, mais combien il veut? Genre, il me dit, vas-y, nous, on va payer. Et Dom, il me dit, respect à lui. Il m'a dit, moi, je suis pas là pour ça. J'ai pas envie de faire un son avec lui. Ah ouais, hein? Non, il a été franc. Il a pas lâché le truc. 2 heures après, il y a Tiny Tempa qui est venu. Et Tiny Tempa, à l'époque, c'était pareil que les hits. Et il dit, vas-y, on fait le morceau avec moi et Tiny Tempa sur le morceau. Et Dom Kennedy, il a dit non. Ça aurait été un smash. Ça aurait pu le faire péter en Angleterre vraiment, tu vois, genre le propulser. Mais pourquoi? Parce que lui, il est pas dans cette démarche-là. Mais tu vois, en tant que manager, tu peux pas, des fois, l'artiste, il peut pas se fier à ton jugement. C'est comment j'appelle, moi, Dom Kennedy, je l'appelle le MC, le Master of Cool. Ok. Genre, il est tout le temps cool. Mais là, c'est un move stratégique que tu peux pas. Enfin, les mecs, ils t'invitent, ils veulent te payer, t'es là. Ouais, mais c'est forcé. T'es là. Je peux comprendre. Quand c'est forcé, t'as pas envie, Hein. Ouais, puis si tu connais pas la musique des gens, si tu connais pas les gars. Ouais. Tu vois. T'es honnête avec toi-même, en vérité. Ouais. Tu fais pas pour l'argent, tu fais pas pour le truc. Et puis, ouais, c'est comme tu disais, il y a un côté forcé, tu vois. Mais respect, tu vois, parce qu'il y en a qui auraient sauté. Oh, ça allait. Ou il y en aura qui auraient pris la thune. Qui se serait dit, vas-y. Voilà. Ouais, bon. Après, pour l'hospitalité. Non, c'est forcé. Et ouais, merci pour l'hospitalité, mais. Il nous a fait essayer une Ferrari et tout, je me rappelle, c'était ouf. Incroyable. C'était ouf. Mais du coup, parce que là c'est les artistes, mais quand tu fais les shows avec les DJ, tous ces trucs-là, t'as fait des shows avec les premiers, les machins, ouais, j'ai fait. Tous, les DJ Spina, tout ça, c'est. DJ premier. Eux, ça doit être différent, j'imagine, parce qu'un DJ, c'est déjà plus responsable déjà qu'un rappeur. Ouais. Après, déjà, t'as qu'une seule personne à gérer, tu vois, mais. Après, il peut quand même y avoir des trucs. Non, mais. Je sais, ouais, parce que tu me diras qu'il peut y avoir des entourages, des choses comme ça et tout, mais sur les soirées c'était à New York ou Chicago? À New York, en fait, ce qui est cool à New York, c'est que t'as un crew de mecs qui se retrouvent souvent dans les soirées. Et à l'époque où j'y étais, t'avais pas mal des mêmes DJ. T'avais un Club Love, par exemple. Je me suis vu un soir. Il y avait 4 DJ. Il y avait DJ Spina, DJ Premier, Q-Tip et Questlove. Un plateau de choix. C'est quoi ça? C'est sérieux? Ouais. Et la veille, j'avais fait. Moi, je manageais une artiste qui s'appelle Apani B-Fly qui faisait partie du groupe de DJ Spina. Et on avait fait une session studio la veille avec DJ Spina. Donc, il m'avait invité au club, tu vois. Tu te retrouves dans la DJ bouffe à côté de Q-Tip et de DJ Premier. C'est des Questlove, c'est des bordels. C'est un bordel cette histoire. Ouais, Club Love, ça s'appelait. Le nom est stylé.
Le nom est stylé, Club Love, c'est pas mal. Et New York, il y a qu'à New York que tu peux te retrouver dans des trucs comme ça. C'est-à-dire où le mardi tu vas dans un bar lounge, et puis tu vas te voir Tony Touch et puis Evil D ou des gars qui mixent, et puis tu te retrouves à avoir 2-3 têtes qui passent, je sais pas, un pit rock et tout, et puis en fait la soirée, tu dis ah ouais, mais en fait il y a Smith & Wesson qui est là, ah mais il y a pit rock qui est là, ah mais il y a Tony Touch qui est là. New York c'est petit en fait. Oui. Et le lendemain tu vas à Club Love ou à APT Apartment, tu vois, Spina il faisait souvent des soirées là-bas. Si tu te retrouves avec je sais pas, une soirée avec Spina et Jazzy Jeff qui mixent, légendaire. Ouais, et tous les jours t'as quelque chose. Tous les jours il y a un truc qui se passe. Faut rester concentré, hein. Après, et tu sais quoi, pour eux c'est que dalle en vrai, parce que c'est pas qu'on leur manque de respect, mais pour eux c'est des anciens. Ouais. Si je dis à un pote à New York, même un gars de mon âge, ouais, il y a Kid Capri qui mixe là-bas, ils s'en bat les couilles. Ouais, il y a Tony Touch qui mixe là, ils s'en foutent. Tu vois, même j'ai envie de te dire, même DJ Premier, tu vois, c'est pas un événement pour eux. C'est en France que c'est un truc de ouf, mais ouais, genre ouais, bah c'est des locaux, ouais, ils ont leur résidence, tu vois. Alors que nous, quand Premier il vient, il fait guichet fermé à chaque fois, quoi. Ouais, oui. Mais si tu veux, d'un soir sur l'autre, tout le monde a ses résidences. Mais après, ils sont pas considérés comme, enfin nous je sais pas, je veux pas être condescendant par rapport à certains, mais tu vois, je sais pas, Evil D ou Tony Touch, bah voilà, ils sont pas, ils font des DJ sets, mais ils sont pas enfin les Beatminers, tu vois, ou c'est fini, c'est plus comme avant. Black Moon, tu vois, ils sont pas sur le devant de la scène comme avant. Donc tu peux aller dans un bar ou un lounge à Brooklyn et il y a Evil D et en vrai, bah tu vois, t'as 30-40 personnes qui s'enjaillent, tu vois. Comme ici, tu vas dans un petit bar ou un petit truc, et puis tu vois. T'as des DJ qui étaient des gros DJ avant qui mixent tranquille et tout, dans des petits trucs. Ouais, voilà. De moins grande échelle, mais. Nous, c'est des légendes, donc ça nous fait toujours quelque chose. Ouais. En plus, nous, on vient de l'époque où on allait dans une soirée pour le DJ. Moi, je sais que je me positionne tout le temps en fan. Et tu sais, ces gens-là, tu sais, j'ai trop de respect pour eux. Grave. J'ai trop de respect pour eux. Et c'est chambé. Tu vas voir, je sais pas, Juju des Beatnuts qui mixent, ou des gars comme ça, ou des gars des Executioners, des mecs techniques. Rob Swift, des Rob Swift, des Mista Sinista, tu vois. Rock Rider pour son âme. Rock Rider. Mais après, ouais, maintenant, c'est les Funkflex, les Camilo, les Envy qui sont encore en vogue et tout. Et même ouais, mais ça, c'est club. Tu vois? Il y a la différence entre, tu vois, le côté bar lounge et club. Eux, c'est des DJ de radio. C'est pas des DJ qui ont fait partie de groupes, ou alors des DJ qui ont produit, tu vois, c'est pas un mix de Jazzy Jeff ou un mix de Q-Tip ou un mix de Pit Rock, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Les mecs, ils ont produit pour tout le monde en vrai. Ouais. Tu vois, Clark Kent. Tu vois, moi on me dit il y a Clark Kent, je vais à New York à la fin du mois, on me dit il y a Clark Kent, j'y vais tout de suite. Tout de suite. Gratuit l'entrée. Enfin, genre tu dois consommer quand tu vois, mais genre tu rentres dans un bar, il y a Clark Kent. T'as pas payé ton entrée, tu vois, c'est genre le gars il est là. Alors que s'il vient en France, on serait prêt à payer cher pour aller le voir. Quoi. Non, parce qu'en fait, le bar, je pense qu'il se retrouve sur les ventes, et ça fait venir du monde, et les consos, et ils lui donnent un billet. De toute façon, voilà, ils ont leur économie là-bas. Voilà, ça mais c'est ouf, New York. C'est ouf, quand même. Mais après, c'est au-delà de New York, parce qu'avec tous les artistes dont tu t'occupes et tout, tu as pu voyager à travers tout le monde entier, et tu as pu collaborer avec des artistes locaux, rencontrer des gens. Tu vas là-bas, tu rencontres un tel. Quand tu vas là-bas, tu rencontres encore un tel. Enfin, ouais. On avait fait avec
Avec Freddie Gibbs, c'était en 2014. Ouais, 2014. On a fait la tournée de Piñata. C'était 29 dates. Et j'avais mon poteau Jazzy Bass qui voulait faire un... Big up à Jazzy Bass. Un truc depuis plusieurs années, tu vois. Et puis après le show à Lyon, tu vois, Freddy, il avait du temps, c'était en milieu de semaine, il n'y avait rien à faire. Je lui dis, viens, on va en stud. J'ai mon gars, il veut faire un truc. Et en fait, on a été en stud à Lyon. Et le soir-là, il a posé un morceau featuring Popcan pour GTA. Et il a fait le morceau, je crois qu'il s'appelle Laylo. Je sais plus comment il s'appelle. Get Low. Je sais plus. Ouais. Le morceau avec Jazzy Bass. J'ai pas le titre, on l'affichera. Et franchement, il lui a fait un couplet de malade mental. Il a vraiment respecté. Ouais. Fashion, il avait fait un morceau avec Joke. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Sur son deuxième EP, qui était vraiment cool, sur une prod de Blastar. Tu vois, c'était lourd. Mais Fashion, tu l'avais fait carrément monter. Vous aviez été invité sur scène avec Kendrick Lamar. Ouais. Donc Kendrick, il kiffe Fashion. Et donc il avait invité Kendrick. Et moi, le tour manager de Kendrick, je le connaissais. D'accord. Donc il a invité Fashion sur scène en festival. C'était à Prague. Incroyable. À Hip Hop Camp. Et donc, les gros festivals que tu vois. Gros festival devant 25-30 000 personnes. Très beau geste. Et après, j'ai refait quelques shows aux Ardentes en Belgique. Kendrick aussi, j'étais sur scène avec lui. Question de fanboy, c'est aussi impressionnant. C'est mortel, avec le live band, tout est trop bien ficelé, tu vois, c'est vraiment fat. Lui, il est vraiment au point. Ah bah c'est des gars qui sont carrés, qui sont sérieux dans les plus reconnus dans leur truc. Dans ce game-là pour ça. Ouais, carrément. Mais alors en tant qu'artiste et tout ça, on en a déjà parlé et tout, mais en termes de manager, est-ce que tu as des managers que tu prends en exemple, des managers, des tour managers où tu dis waouh, lui ce qu'il fait, waouh, ce qu'il a fait lui, tel move, tel son, telle tournée, tel truc. Tu vois sur quoi, sur quels critères tu te bases? Uniquement la réussite de l'artiste? Non, bah c'est vrai qu'après si tu connais pas les managers personnellement ou si tu les suis pas trop, c'est difficile à juger, c'est tout le temps travail de l'ombre, donc c'est hyper ingrat. Que ce soit un manager ou un tour manager, on sait pas vraiment ce qu'il fait. Même l'artiste, il sait pas. Donc, c'est difficile d'avoir une reconnaissance et d'avoir un petit peu les shout-outs et les fleurs des gens. Ou tu vois, moi, ça me fait hyper plaisir quand je prends souvent Lord Apex, parce que vu qu'il est plus jeune et qu'on commence plus du début, j'ai des messages de temps en temps, genre... ouais, mortel, est-ce que depuis un an, on a vu la progression, etc. On a senti ta patte et tout dans ces trucs. Parce qu'avant, il a jamais eu de manager, donc c'est facile, tu vois, il a jamais eu de manager avant, donc tu peux vraiment voir la différence avec un manager, tu vois. Donc moi, je sais que j'observe plus les tour managers parce que je les croise surtout sur des festivals et tout, où je me suis beaucoup inspiré. Il y a beaucoup d'anciens qui m'ont donné des techniques, des tips, tu vois, pour mieux gérer, mieux anticiper certains trucs. Après, en termes de créativité, tu vois, moi je regarde souvent les trucs de promo, ce qu'on appelle les promo rollout. Comment tu dégoupilles la promo, comment tu déroules la promo, les sorties de singles, etc. Comment... Ça, t'en as qui sont forts. Bon, Stromae, qui sont trop forts. Stromae qui vient de faire son truc chez TF1. Ouais, voilà, par exemple. Franchement, je sais pas qui c'est dans sa team qui a suggéré ça. Mais c'est fort. Non, ils sont dans les... Ils voient loin, les gars.
Ils voient loin. En fait, il y a un moment où moi, j'arrive plus à être étonné. Les gars, ils font toujours plus. Ils vont toujours plus loin. Ils amènent sa dernière campagne, c'était quoi quand il a fait le truc de Formidable où il joue le bourré et tout, les gens ils sont là, ils voient Stromae, ils pensent que en fait il joue un jeu d'acteur. Bah, c'est ce qu'il nous expliquait Alexis Onestos. Il disait que t'as Orelsan qui sort des trucs, en fait ils vont toujours plus loin. Tu peux plus être étonné en vérité. Moi personnellement j'arrive plus à être étonné parce que les gars ils travaillent, ça tombe pas du ciel. Ils sont là depuis, ils réfléchissent à des stratégies, ils taffent avec les meilleurs, ils savent comment faire pour toucher, ils ont un objectif et ils savent comment arriver à leur fin, c'est tout. Parce que tu pourrais te dire que tout a été fait. Non. Tu pourrais te dire que tout a été fait. Mais les mecs, ils arrivent toujours à ramener un truc nouveau. Ils se donnent les moyens. Et tout. Moi, c'est ça qui m'étonne. Je me dis, ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça. Mais clairement, faut qu'on le dise. C'est pas une question d'argent. C'est pas parce que t'as payé le meilleur qu'on t'a fait ça. Ils ont pensé à un truc. Ils ont réfléchi une stratégie. Exactement. Tu vois, Orelsan, le ticket d'or, là, par exemple, moi, j'en parle tout le temps, c'est que tout le monde l'a vu, Charlie et la chocolaterie. Pourquoi il y a que lui qui a pensé à le faire? Think outside the box. Exactement. C'est tout. Exactement. Tout simplement. Penser en dehors de la boîte pour ceux qui se parlent pas anglais. C'est tout. Non, mais ok. Moi, je pense, tu vois, il y a des noms comme ça. Effectivement, c'est pas ceux qui sont toujours mis en avant, mais tu vois, moi, je vois des Paul Rosenberg. Ouais. Avec Eminem, ce qu'ils font depuis des années. Carrément, le mec, il a fini président de Def Jam et tout. Action Bronson, Alchemist. Enfin, c'est pas mal, hein. Ouais. Ah oui. C'est pas mal comme pédigré. Et j'ai l'impression que c'est des mecs qui travaillent super bien, tu vois. Il y en a plein en France, hein. Je vais pas citer les noms parce qu'il y en a trop que j'ai pas envie d'oublier tout et tout, surtout que ceux que je connais tout et tout. Ils se reconnaîtront et big up à eux. Mais des mecs qui font un bon boulot, qui accompagnent leurs artistes, qui sont toujours dans l'anticipation. Dame Dash. Dame Dash, bon, lui, c'est l'exemple ultime. C'est l'exemple ultime où, voilà, lui, ce qu'il a fait avec Jay-Z à une époque où c'était plus hostile, plus compliqué, avec un rappeur qui a un style compliqué à vendre, qui est déjà vieux pour la moyenne des néo-rappeurs. Enfin, c'est un miracle ce qu'il a réussi à faire. En plus, bon, tu vois ce que c'est devenu aujourd'hui. Non, c'est incroyable. Pour moi, si je devais en sortir un, c'est le meilleur, mais il a les défauts de ses qualités. C'est que, tu vois, à un moment, ça l'a débordé. Et là, il aurait dû doser un petit peu. Mais il savait pas, il avait pas de frein et bon, il allait dans le mur avec ses artistes à partir du moment où... C'est très difficile de durer, enfin, d'avoir une longévité. Ben c'est pour ça que Rosenberg, pour moi, je suis obligé de le mettre dans les plus grands parce que la longévité qu'il a avec le gars, en plus, c'est pas n'importe qui. Et d'avoir le géré, il a dû en gérer des trucs. Enfin, c'est... Jimmy Iovine. Après, il est plus manager, lui, ou plus... Pour moi, c'est plus boss d'Interscope. Ouais. Il y a ça. Mais après, quand même, il a des vraies idées, des vrais trucs. Mais bon, ton manager, il y a notre Fred Frenchy, ton manager de The Game. Pareil, qui lui raconte des anecdotes, des machins et tout. Et quand The Game, il se retrouve un petit peu dans l'impasse où il a besoin de faire des sous, il le ramène en Europe et il lui fait faire toutes les villes d'Europe. Et pareil, très... consciencieux dans le travail ou dans le sens où les mecs ils savent qu'ils vont faire de l'argent et s'ils donnent à ce public-là qui est fidèle, mais ce public-là il restera fidèle à vie en fait. C'est ça, The Game il fait des concerts en Pologne où il va dans des pays où on s'attendrait pas à ce qu'il fasse des trucs. Et puis en fait, ouais, tant mieux pour lui. Bah s'il a compris qu'il y a 10 000 mecs qui veulent te voir là-bas et qui sont prêts à payer, bah vas-y. Rick Ross il est pareil, hein. Rick Ross lui, il y a un billet à faire là-bas, il prend tout. Ouais, après, faut donner un bon show, quoi. C'est le problème. Ça, c'est encore autre chose. C'est le truc où 1h30 de retard et tout. Ah ouais. Ça, c'est encore différent. Bah, écoute, on a fait un petit peu le tour de la question, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, j'ai envie de te demander, en termes de management pur, c'est quoi tes prochains impératifs, c'est quoi tes prochains objectifs, sur quoi tu vas travailler? Est-ce que demain tu as envie de manager Rick Ross pour lui dire de faire des meilleurs concerts par exemple? Non, en termes de tour management, continuer à travailler avec Freddy, son prochain album, peut-être un autre projet avec Alchemist, un autre projet avec Madlib pour clore la trilogie. Ensuite Lord Apex que on n'est plus dans une phase de développement, mais là en fait c'est vraiment où
où il a besoin de prouver mondialement que l'Angleterre, c'est pas que de la drill et de la grime. Si vous kiffez le rap, ou si vous kiffez des artistes style Tyler, Earl Sweatshirt, Currency, Navy Blue, des gars comme ça, vous allez écouter Lord Apex, et c'est un artiste très très quinri pour un anglais, et c'est le meilleur anglais que vous avez jamais entendu. Talk that talk. Des choses à venir avec Cooking Soul, donc un album aussi avec Lord Apex, des projets avec Cooking Soul en pagaille, projet avec Larry June. Et puis voilà, peut-être une autre surprise, peut-être avec un artiste français. Qui sait? Non, bien. On en parle, mais je peux pas dire qui c'est. non, pas de souci. Pour l'instant, mais c'est. Dévoile pas les secrets de cuisson, ça. C'est un vétéran top 5 des meilleurs rappeurs français de tous les temps. Ouh. Tu donnes des indices, et il y a des mecs, ils vont trouver, ils vont sortir le blast dans les commentaires. Ah oui. Si vous avez trouvé, dites-le dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Max, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Vraiment. Franchement, c'était super intéressant, parce que là, t'as donné de la dimension à ce métier de manager. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent m'envoyer des DM, m'envoyez pas des pavés de malades, s'il vous plaît. mais n'hésitez pas à envoyer un petit message ou autre, et si vous n'avez pas compris quelque chose. Les réseaux sociaux sont Maxime Robin, @Maxime Robin partout. Maxime, M-A-X-I-M, sans E. R-O-B-I-N. Okay. Et voilà, quoi. Croyez en vos rêves, quoi. Arrêtez de regarder la télé. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Lâchez surtout pas le morceau. Exact. On sait jamais à quel point on est si près du but. Et en termes d'artiste, comment trouver un bon manager, comment faire confiance à son manager, c'est quoi? Ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Ça se construit. C'est comme l'amour. Ça arrive. C'est un truc naturel. C'est pas on fait un entretien d'embauche, on fait une date, tu vois, et je te pose des questions bateau. Non, c'est un truc où il y a quelque chose qui se développe. Ouais, c'est organique. Il y a une amitié organique qui se développe. Il y a eu une aide organique qui se développe. Si vous êtes un artiste et que vous avez un poteau qui vous entendez bien, qui vous file des coups de main de temps en temps, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'intelligent, qui vous donne des bons conseils et qui vous aide vraiment et qui croit vraiment en vous, c'est peut-être plus cette personne-là qu'il faut aller. Vous avez un gars qui est peut-être un peu connu, qui est déjà un peu dans le management, c'est peut-être pas forcément la bonne personne pour vous. Mais vaut mieux aller vers quelqu'un de plus créatif et qui se développe en même temps que vous, en qui vous avez confiance. Pareil pour les gens qui veulent se lancer dans le management. C'est pas tel artiste, vas-y, je veux le manager. Ça marche pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. Mais préparez vos idées et essayez de les proposer, mais partir de rien, quoi. Encore merci. Merci à toi. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Merci à toi, Max. On voulait faire ça depuis des années, tout ça. Et bon, voilà. Toi, t'es là depuis le début, donc t'as suivi l'évolution du projet. T'étais là au premier live. Le live qu'on a fait sur Mobb Deep de Infamous. T'étais là. On n'était pas 24, mais t'étais là. Non, il faut le dire. Faut le dire. Faut le dire, c'est important. Donc voilà. Amen. Encore un. Ah, mais toujours. Épisode 15. One more. Toujours. Not the one. Je te laisse conclure, comme d'hab. Parole Véritable Podcast. Si vous ne connaissez pas, on va vous faire connaître. Allez sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Vous tapez Parole Véritable. C'est nous. Vous allez sur les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon, Ocha. Tous. C'est nous encore. Et vous allez aussi sur YouTube. Vous tapez Parole Véritable. Vous allez trouver toutes les vidéos longues, les vidéos courtes sur YouTube. Parole Véritable Podcast, c'est nous encore. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et le bon réflexe star. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous. Vous allez recevoir la notification. Ouais, elle est pas mal. Tout simplement. Tout simplement.
Merci tout le monde, merci. Peace. Parole véritable. Allez, encore. Je vais pas lâcher l'affaire. Parole véritable.